Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 38 de l'ALAM, le podcast qui parle d'art, de militantisme et d'entrepreneuriat. Aujourd'hui, je reçois Roxane Farah, l'une des cofondatrices de Print for Palestine. N'hésitez pas à nous faire vos retours sur l'épisode et puis à liker, commenter et partager le podcast comme d'habitude si jamais ce contenu vous plaît. Merci à Roxane et belle écoute à vous. Bonjour Roxane. Bonjour Louise. Merci d'avoir accepté de venir sur le podcast. Avec plaisir. On peut commencer directement. Pour celles qui ne te connaissent pas, qui es-tu dans la vie et que fais-tu ? Bonjour, du coup, moi c'est Roxane, j'ai 23 ans et je suis photographe professionnelle en full-time. Dans quoi est-ce que tu es spécialisée ? Qu'est-ce que tu aimes faire ? Alors, je suis spécialisée dans la photo de mode et je fais aussi des photos pour les particuliers, donc que ce soit des photos pour des musiciens ou des photos de mariage ou des photos portraits. Je fais un peu de tout, en fait, comme n'importe quel jeune photographe, on fait tout ce qui vient sous la main. Voilà. Quel est ton parcours dans la photographie ? Alors en fait, de base, moi j'ai une licence de psychologie et comme beaucoup de personnes, il y a 4 ans, j'ai été confinée et j'ai un trouble de l'hyperactivité, ce qui fait que je m'ennuie très très rapidement et j'ai besoin de toucher à tout. Mon copain, qui est toujours mon copain actuellement, avait Photoshop et du coup j'utilisais mon iPhone 6 pour prendre des petites photos et m'amuser à utiliser Photoshop pour les retoucher. Et en fait, j'ai adoré Photoshop. Et à ce moment-là, il y avait des influenceuses qui avaient... posté, c'est une collaboration avec une marque d'appareil photo. Donc c'était Olympus et l'appareil photo était du coup à 350 € avec 2 objectifs. Donc en vrai, on peut se mettre d'accord, c'est pas très très cher. Je me suis dit au pire je l'achète et si je l'utilise pas, je le revends vu qu'en plus il y avait le chômage partiel, j'avais des sous qui étaient rentrés et je vivais chez mes parents donc j'avais les 350 €. Je les ai achetés et puis en fait 4 ans après j'ai pas arrêté. J'ai pas arrêté et je conseillerais cet appareil d'ailleurs à n'importe qui commence parce qu'il est toujours au même prix et il est vraiment vraiment bien pour commencer. Je l'ai utilisé pendant 2 ans et demi. Donc c'est trop bien. Et donc, en parallèle de tes études, tu as commencé à faire des shootings et tu as déjà commencé assez rapidement en vrai à les rémunérer ? Ouais, assez vite en fait. Je cherchais des collaborations au début et puis j'en ai eu beaucoup de demandes. J'avais posté sur Facebook et d'un coup on avait genre 50-60 demandes et tu sais genre j'étais en mode en fait je facture 15 € et les gens ont dit oui. Et quand je suis revenue à Paris, parce qu'à ce moment-là j'étais dans le sud, j'avais déjà fait un petit peu de communication du coup sur mon Instagram et dès que je suis arrivée j'avais déjà des petites demandes. Après c'était des shootings pas chers donc j'ai dû refaire ma communication, mais ouais, j'ai commencé très rapidement à les faire rémunérer. Et aujourd'hui c'est ton travail à temps plein ? Exactement. Après, comme tous les freelances, il y a des mois où ça va et des mois où ça va pas. Et j'ai aucune honte à parfois, tu sais, genre aller prendre un métier alimentaire. Mais je fais tout pour que ça soit encore plus stable. Voilà. Et du coup, donc tu es en région parisienne et si jamais on veut faire des shootings avec toi, qu'est-ce que tu proposes comme type de prestation ? Alors, je propose de tout. En vrai, s'il y a des gens qui veulent venir et qui ont déjà un projet en tête, c'est avec plaisir. On en discute avec grand plaisir pour des projets, que ce soit artistiques ou des photos pour les books ou les mariages, etc. Mais sinon, moi, je propose directement des formules avec des moodboards prédéfinis. Comme ça, s'il y a des personnes qui veulent des shootings artistiques, il y a des moodboards prédéfinis avec des places limitées. Et c'est tout directement sur mon Insta. Un de tes cœurs de métier, ce que tu aimes le plus faire, c'est les photos plutôt artistiques, photos de mode, pas mal. Ouais, j'adore ça. Ouais, ça te vient d'où Je pense que en fait, au début, je tirais beaucoup mes inspirations du cinéma, de toutes les scènes que tu vois. Même quand un film est pas ouf, il y a toujours des jolies scènes, en vrai de vrai. Même si l'histoire est nulle, il y a quand même des jolies scènes. Et ensuite, beaucoup dans les clips de musique. En fait, je trouve ça exceptionnel, les clips de musique, quand ils sont bien travaillés. Je trouve qu'ils sont vraiment ouf. Et en fait, ensuite, j'ai découvert le métier de directeur de photographie au cinéma. Donc, je vais voir si d'ici quelques années, j'irai pas reprendre des petites études pour aller là-dedans parce que j'adore tout ce qui est gestion de lumière, gestion des accessoires, de la tenue, du stylisme. Je suis très, très axée sur la mode et le style et je trouve ça trop cool, même si dans mon quotidien, tu sais, genre, comme on en avait parlé, j'essaye de pas trop consommer des vêtements. Pour mes shootings, je suis en mode « Oh, attends, viens, on va contacter cette marque pour voir s'ils peuvent nous prêter des pièces. » J'adore les vêtements. C'est une expression artistique à part entière. Exactement, ouais, c'est vraiment bien et je trouve que la photo, ça regroupe tout.
Ça regroupe un peu de dessin, tu sais, quand tu fais tes retouches. Ça regroupe le stylisme, vraiment le set design, tout ça. Enfin, j'adore. C'est trop bien. Donc voilà, sur ton Instagram, on peut voir aussi beaucoup de photos édito du coup. Et pour celles et ceux qui savent pas comment ça marche, comment tu fais pour travailler avec une marque, pour travailler pour un magazine? Enfin, qu'est-ce que c'est un édito et comment tu fais pour travailler là-dedans? Quand tu fais des photos style édito, tu dois ensuite les proposer à des magazines et une fois qu'ils sont acceptés, tu dois attendre plusieurs mois avant de les poster pour que le magazine puisse poster d'abord ton édito et ensuite que tu puisses l'utiliser. Moi, j'ai très peu de patience. Donc au début, je faisais beaucoup de propositions d'édito, mais je t'avoue que du coup, tu te retrouves à pas pouvoir utiliser tes photos pendant genre 2-3 mois alors que je fais des vlogs pour expliquer comment je crée le set design et tout. J'ai envie de les poster. Du coup, j'ai arrêté de les poster pour les magazines, mais je vais peut-être reprendre en vrai. J'hésite, parce que comme j'ai dit, j'ai pas beaucoup de patience. Pour tout ce qui est marque, moi, je me tourne beaucoup plus vers les marques de fast fashion, pas du tout, de slow fashion, des marques que tu peux retrouver soit sur les réseaux, soit sur Etsy, des personnes qui créent les choses à la main. Déjà parce que le contact est plus simple, et deuxièmement parce que pour moi, en fait, quand tu fais une photo artistique et qu'il y a de la visibilité, ça donne de la visibilité aussi aux tenues qu'il y a dessus. Et moi, ça me ferait vachement chier de donner de la visibilité à Zara, par exemple, tu vois, ou de donner de la visibilité à ASOS. Alors que il y a plein de créateurs, créatrices qui font des pièces, mais genre magnifiques, et qui n'ont pas de visibilité, justement, parce que les marques les photographes vont pas spécialement vers eux et vers elles, etc. Et moi, ça m'embête. Donc, au maximum, j'essaye de prendre de l'avance et, tu sais, de pouvoir les contacter. Parfois, c'est long. Parfois, c'est très long. Parfois, t'as pas de réponse. Parfois, t'as un shooting qui est la veille au lendemain. Donc, t'as pas le choix d'aller en fast fashion, acheter ton truc et le rendre juste après. Mais la majorité du temps, quand c'est pour des gros projets, on prend le temps de demander bien en avance. Même j'ai collaboré plusieurs fois avec des friperies où je leur envoie le mood board et ils m'envoient plusieurs propositions de tenues qui pourraient coller. Alors oui, c'est vrai que c'est beaucoup moins spécifique dans ce que t'as. Genre, tu donnes un petit mood board et ils t'envoient des pièces qui peuvent ou peuvent pas coller. Mais en vrai, je trouve que c'est le mieux parce que tu sais, c'est des pièces qui vont sortir de ce que t'avais en tête. Ça te sort de ta zone de confort. T'es obligé d'imaginer un peu différemment. Et c'est cool. Et sinon, on peut contacter des stylistes en fonction du niveau de photographe. Genre, si t'es photographe débutant, ça sera styliste débutant, etc. Et les stylistes, ils vont aller directement contacter les marques par elles-mêmes ou par eux-mêmes. Du coup, voilà. Et aussi, tu travailles beaucoup en équipe. Je vois, tu fais beaucoup d'appels à modèles, à make-up artistes. C'est quelque chose que tu aimes bien faire, du coup, le travail collectif? Ouais, j'adore. En fait, au début, je faisais tout toute seule, que ce soit le make-up, le stylisme, etc. Mais en fait, t'as beaucoup de stress à ce moment-là. En fait, quand tu t'occupes de tout seul, c'est pas bien fait. Et en même temps, la photographie, c'est un métier qui est quand même assez solitaire parce que t'as beaucoup de temps de retouche, t'as beaucoup de temps de préparation de shoot, tout est solo. Et en fait, d'un coup, tu sais, de pouvoir avoir une équipe plus remplie, genre d'avoir une make-up artiste qui sait déjà faire son taf, parce que moi, je sais pas faire le taf de make-up artiste. Quand t'as un ou une make-up artiste qui vient, qui prend son temps, qui discute, tu vois aussi genre l'envers du métier, tu découvres d'autres choses. Pareil pour les modèles, tu découvres des nouvelles personnes. Pour les marques, moi, j'adore quand les stylistes des marques viennent directement sur les shootings. Je trouve ça trop cool parce que chacun peut voir les détails spécifiques de son propre métier que moi en tant que photographe je verrai pas parce que je vais me concentrer sur la lumière ou sur un truc comme ça et je vais pas me concentrer à voir est-ce qu'on voit l'étiquette de la tenue. Le ou la styliste va le voir, mais genre direct. Et aussi, en fait, tu discutes pendant le shoot, tu sais, t'as de la musique, c'est bonne ambiance, on propose des cafés, c'est toujours très chill. Moi, j'adore, je trouve ça trop, trop bien. J'adore les grandes équipes où tout est assez chill, tout en étant organisé parce que je fais un travail de pré-prod qui est en mode, ok, on arrive à cette heure-ci, le styliste, le make-up, faut qu'il soit fini. Le make-up, faut qu'il soit fini à cette heure-ci, etc. Le travail de pré-prod est fait pour que le jour du shoot, ça soit chill, en fait. C'est trop bien. Trop cool. Et il y a une équipe un peu récurrente ou c'est toujours des nouvelles personnes avec qui tu travailles? Alors, pour les make-up artistes, j'ai des make-up artistes avec qui je travaille plus régulièrement parce que je les aime bien. En fait, c'est devenu des copains et des copines entre-temps. Genre, vraiment, j'adore. Les modèles, c'est plus compliqué de retravailler avec les mêmes tout le temps. J'essaye au maximum. Mais en fait, le souci, c'est que si je fais genre 4 shootings avec là où le même modèle
en une courte période de temps, mon Instagram devient son Instagram, tu vois. Du coup, on essaye au maximum de varier. Mais c'est vrai que, tu sais, genre, quand c'est pour des marques, j'essaye de placer les personnes avec qui j'ai déjà travaillé. Le feeling passe mieux, on a plus l'habitude. Et puis même, ça me fait plaisir de faire en sorte que mes amis soient rémunérés en vrai, tu vois. C'est... Voilà. Et du coup, dans ton activité de photographe, t'es amenée à beaucoup, et c'est quelque chose que j'ai l'impression que tu aimes bien aussi, enfin tu nous diras, à beaucoup communiquer sur les réseaux sociaux. T'es très très présente sur Instagram, je crois aussi sur TikTok. Ouais. Et je sais pas si t'as d'autres réseaux aussi qui te... Surtout Instagram et TikTok, en vrai. Alors, est-ce que j'aime bien ou pas ? C'est un peu une relation d'amour et de haine. Et je pense que je suis pas la seule artiste comme ça. J'aime beaucoup les réseaux, mais je trouve que c'est très prenant. En fait, c'est un métier à part entière d'être community manager. Et malheureusement, j'ai pas les moyens de payer quelqu'un pour le faire. Mais ouais, j'adore créer du contenu. J'aime beaucoup créer du contenu. Je trouve ça trop génial, que ce soit des vlogs, que ce soit des réels, des photos ou n'importe. Par contre, tout ce qui est genre analyse de l'algorithme, répondre aux commentaires, être obligé d'être tout le temps présent en story, etc., je trouve que c'est beaucoup plus compliqué parce que t'as moins... Enfin, faut en tout cas réussir à avoir un rythme de job, en fait, d'avoir un taf 8h, 18h et poster pendant ces moments-là. Sauf qu'en fait, en tant qu'artiste, tu sais, t'as envie de répondre tout le temps à des commentaires, t'as envie de tout le temps poster des stories, raconter ta vie un petit peu. Et au final, genre, c'est assez compliqué de différencier la vie des réseaux et la vie sans réseau. Et c'est un équilibre que je dois trouver pour ma propre santé mentale. Mais c'est une relation d'amour et de haine, genre. Du coup, les réseaux, c'est un moyen pour toi de communiquer comme sur ton activité, essayer de trouver des clients aussi. Et aussi, j'ai pu constater depuis quelque temps que ton Instagram se politise de plus en plus. Ouais. Est-ce que tu es politisée depuis longtemps ? Comment tu t'es politisée ? Et pourquoi aujourd'hui cette politisation-là prend de plus en plus de place sur tes réseaux ? Alors, moi, j'ai pas été politisée depuis mon enfance. Je sais qu'il y a des personnes qui ont toujours été politisées. Moi, c'était pas le cas. J'ai grandi dans une famille qui a des valeurs de gauche. Genre, c'est pas négligeable. J'ai grandi dans une famille qui était assez safe, avec des bonnes valeurs de gauche. Et c'est vrai que dans ma tête, en fait, tout le monde était de gauche. Tu vois, genre, mes copains sont de gauche, ma famille est de gauche, etc. Donc, il n'y avait pas de débat. Donc, je me suis toujours battue pour le féminisme depuis mon enfance. Mais je sais que, par contre, tu sais, pour les combats de classe, pour c'est genre le racisme, etc., c'était pas un combat que je voyais. J'en avais pas conscience. Et c'est ensuite, quand j'ai commencé à déménager dans le 93, parce que j'ai grandi dans le 92, où tu sais, genre, j'étais en mode « Ah, tout est beau, tout est rose ». Pas du tout. Quand je suis allée dans le 93, j'ai parlé à des personnes qui n'étaient pas spécialement, genre, tu sais, dans la même classe sociale ou dans la même classe économique que moi. Et en fait, j'étais en mode « Ah, purée, je suis privilégiée ». Genre, en fait, vraiment, je suis privilégiée. Et en tant que personne privilégiée, on s'en rend pas compte. Tu sais, c'est comme les hommes qui se rendent pas compte du sexisme avant d'en être confrontés par le débat de femmes, etc. Et en fait, quand je suis arrivée dans le 93, j'ai pu discuter avec plein de personnes, parce qu'en plus, j'ai fait une fac de psychologie. Donc, tu sais, c'était débat sur débat sur débat. Et petit à petit, je me suis rendu compte que, ouais, il n'y a pas que le débat du féminisme. Genre, je suis une personne racisée, donc évidemment que j'ai subi un peu de racisme, mais genre, je suis quand même assez claire de peau. J'ai grandi dans le 92 où les gens sont un peu, tu sais, genre... ils disent pas grand-chose, tu sais, ils se taisent. Et en fait, c'est genre quand je suis allée dans le 93, j'ai vu beaucoup plus de personnes qui me ressemblaient, tu vois, genre, et on a parlé, et eux avaient subi beaucoup plus de racisme. Et ensuite, j'en ai parlé avec mes parents, ils me disaient « Ah si, on en a subi beaucoup, c'est juste qu'on vous l'a pas dit ». Et genre, en fait, quand j'étais dans les magasins, les gens me touchaient les cheveux sans demander à ma mère. J'avais les parents de mes amis qui, genre, m'autorisaient à venir jouer chez eux, mais qui laissaient pas mes parents rentrer, etc. Et genre, les regardaient bizarrement dans la rue. Ma mère a essayé de louer un appartement alors qu'on est propriétaire. Ils ont voulu louer un appart. Et ils ont dit « Ouais, non, avec ce nom de famille, vous allez mettre plein d'épices et d'odeurs dans notre appartement ». Et en fait, c'est des trucs où genre, ouais, mes parents m'avaient protégée de ça, donc je m'en étais pas rendu compte. Et tu sais, je suis arrivée dans l'âge adulte à 18 ans et j'étais beaucoup plus confrontée à
à ces choses-là, parce que j'avais plus papa, maman qui me protégeait de ces genres de trucs. Et au fur et à mesure, je me suis un petit peu plus politisée, je me suis un peu plus renseignée, mais c'était quand même... c'était un peu en mode chill, comme toutes les personnes qui savent qu'il y a du racisme, qui s'éduquent, mais pas trop. Et ensuite, du coup, à partir du 7 octobre, il y a eu le gros boom sur les réseaux sociaux du débat entre grosses guillemets israélo-palestinien, et j'étais pas du tout éduquée dessus, vraiment zéro du tout éducation là-dessus. Et j'ai demandé sur ma story, j'ai dit écoutez, je suis pas éduquée et j'ai pas envie de parler pour rien, est-ce que vous auriez des conseils de documentaires ou d'articles ou de journaux ou de livres qui vous a aidé à vous éduquer? Et en fait, mon but en faisant cette demande, c'était d'avoir plusieurs sources différentes, de plusieurs personnes différentes pour pouvoir les croiser. Comme on nous a appris en cours pour faire tes recherches, tu croises tes informations, tu vois, tu regardes pas juste la vidéo du Codecrypt pour te faire ton avis. Du coup, j'ai passé 2-3 jours complets devant mon écran avec les yeux qui brûlaient à me renseigner. Et en fait, vraiment, en vrai, au bout de 10 minutes, tu te rends compte que c'est pas un conflit, mais un génocide. Bon, ça tu t'en rends compte assez vite. Mais tu te rends aussi compte qu'il y a beaucoup de propagande et qu'il y a beaucoup de lavage du cerveau et qu'en fait, ce génocide-là, c'est pas le seul qui est actuellement en cours. Par exemple, personnellement, je suis iranienne, donc je sais ce qui se passe dans mon pays. Je sais que c'est pas non plus tout beau tout rose. Et j'étais déjà politisée pour l'Iran, mais en fait, de mon point de vue, c'est très compliqué de se politiser pour une seule cause. Tu peux pas juste ignorer les autres causes, tu peux pas ignorer les autres êtres humains qui meurent. Donc, d'un coup, j'ai commencé à beaucoup plus me renseigner. Avant ça, je m'étais renseignée pour les législatives et pour les présidentielles qui étaient un petit peu plus avant, mais toujours, tu sais, avec le petit grain de sel. J'étais très politiquement correcte. Et en fait, là, à partir de ce moment-là, j'étais en mode, bon, je m'en fous du politiquement correct. Littéralement, je m'en fous. En plus, Macron qui avait cette dissolution de l'Assemblée, on a dû être encore plus politisé pour les législatives, etc. Et en fait, ça a fait que d'un coup, j'ai dû me rééduquer complètement sur la politique. Et je le dis à tout le monde, hein, mais je suis pas du tout bien éduquée. Il y a plein de choses sur lesquelles moi j'ai encore des billets de personnes qui a grandi dans un environnement, tu sais, qui prenait tout avec des pincettes, etc. Et je me rends compte dans mon discours qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles il faut encore que je m'éduque. Donc vraiment, s'il y a des gens qui veulent me reprendre, n'hésitez pas, je suis pas du tout susceptible là-dessus. Mais j'ai fait une rééducation politique. Et en fait, moi, je sais pas fermer ma gueule. C'est-à-dire que si je m'éduque sur un truc et que je trouve ça vraiment injuste, j'en parle sur tous mes réseaux. D'accord ? Donc maintenant, c'est assez safe mon Instagram, parce que toutes les personnes qui me suivent sont de gauche. Tu vois, c'est assez safe. C'est très cool. Mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que on en parlait avant d'enregistrer, mais on a un peu cette impression qu'il y a des gens qui sont politisés et d'autres pas du tout. Alors que déjà, il y a plein d'entre-deux, il y a plein de gens qui sont un peu politisés sur certains sujets très précis parce qu'ils ont des vécus qui font qu'ils connaissent ces choses-là. Mais en fait, la politisation, ça s'apprend, c'est quelque chose qui est pas réservé à une classe sociale ou un type de personne. C'est quelque chose que tout le monde gagnerait en plus à avoir. Totalement. Et qui s'apprend au fur et à mesure du temps. Et c'est vrai que des fois, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de peur aussi, parce que on a cette vision d'un monde militant très jugeant, si tu dis pas les bons termes, les bons trucs, ce qui est aussi une réalité, mais c'est pas vrai à 100%. C'est aussi bien aussi de dire aux gens, vous pouvez vous politiser, même si vous l'êtes pas du tout, c'est ok de commencer de zéro, en fait. Bah oui, j'en parlais à un ami qui pour le coup est politisé depuis qu'on se connaît depuis que j'ai 15 ans, donc ça fait un petit moment quand même. Et en fait, il me dit, Roxane, je vois dans ton discours actuellement que t'es très radicale, mais en fait, ça c'est parce que actuellement tu te renseignes là-dessus. Mais ça va juste faire peur aux autres personnes qui veulent se renseigner sur la politique, parce que du coup, tu vas dire non, faut pas aller au McDo, faut pas, tu sais, éduque les gens. Et en fait, ça m'a fait vraiment me rendre compte que je fais partie des personnes maintenant qui avant me faisaient peur de me politiser. C'est même là-dessus, j'ai dû descendre d'un petit cran, parce qu'effectivement, il y a des gens qui sont pas politisés parce que comme moi, ils étaient dans un cocon où ils voyaient pas, où ils avaient des lunettes roses et ils voyaient pas. Et en fait,
évidemment que si on leur gueule dessus dès le début, ben on va pas les aider à venir se rendre compte. Et donc oui, il y a des militants qui sont très fermés aux autres, mais en vrai, c'est rare. Et puis, je pense qu'il y a aussi, je sais pas ce que tu en penses, mais je trouve que c'est intéressant d'avoir tous les types de militants. Oui. Enfin, autant des gens qui sont là pour la pédagogie, que des gens qui vont gueuler fort et être plus radicaux, mais en même temps, la radicalité permet de tendre totalement. C'est comme les féministes qui critiquent les féministes, c'est genre extrémistes. Mais en fait, c'est grâce justement à ces féministes qu'on a réussi à avoir nos droits actuellement. Enfin, c'est grâce comment ils avaient appelé ça ? C'est grâce aux émeutes qu'on réussit à se faire entendre. C'est bête, mais c'est grâce justement aux personnes qui parlent fort, qui crient, tu sais, celles qui vont s'asseoir sur les autoroutes, etc., qu'on se fait entendre. Alors d'accord, au jour J, sur le moment, si t'es sur l'autoroute, ces féministes-là, elles t'emmerdent, tu vois. Mais sur le long terme, en fait, c'est ces féministes-là qui ont fait en sorte que actuellement, on ait le droit de vote, qu'on ait le droit de porter des pantalons, qu'on ait des droits sur notre propre corps. Et c'est pareil pour les gauchos, en fait. Tu sais, il y en a plein qui critiquent Mélenchon, mais en fait, Mélenchon, il crie. Et il y en a qui l'écoutent justement grâce à ça. Et puis il y en a d'autres qui vont être plus sensibles, par exemple, au pic de David Guiraud. Giraud. Et tu sais, genre, par exemple, les jeunes, ils vont être plus prompts à regarder ça. Et puis, au contraire, il y a des personnes plus âgées ou, genre, tu sais, qui vont être dans un cadre de travail très calme, etc. Enfin, des cadres. Et qui vont être plus ouverts à regarder les débats plus construits par les écologistes, etc. Il faut des militants pour tout le monde. Genre, moi, j'adore ceux qui gueulent. D'accord ? J'adore ceux qui gueulent. Ceux qui parlent fort, ceux qui crient, ceux qui se font entendre. Mais je sais qu'au contraire, ma mère, elle va être plus sensible aux personnes qui vont expliquer les débats calmement, etc. Je trouve que ce qui est dur dans le milieu militant, c'est de réussir à faire en sorte que tout ce monde-là cohabite et veuille bien se dire que tout le monde est utile à la lutte en pouvant se critiquer quand même de façon constructive. En vrai, genre, tu vois, par exemple, dans la gauche, j'ai l'impression que c'est OK. Par exemple, quand ils ont fait le nouveau Front Populaire, et tu sais, t'as toute la gauche qui avait dit oui, mais on veut pas que ce soit LFI qui soit au pouvoir. Et du coup, ils ont pas proposé un mec d'LFI. Tu sais, genre, ils ont pas proposé Mélenchon. Ils ont dit, d'accord, pour la lutte, on met Mélenchon de côté, on propose quelqu'un d'autre en tant que Premier ministre. Et pareil, tu sais, les écolos qui se sont mis de côté pour venir dans le nouveau Front Populaire, etc. Enfin, ils se sont vraiment tous réunis pour dire, là, on est en train de se battre pour un truc plus grand. Et tu sais, genre, tous les gauchos avec qui je parle, on est en mode, oui, on a voté un nouveau Front Populaire, mais on va quand même se retrouver dans la rue pour critiquer certaines mesures du nouveau Front Populaire. Et c'est normal, en fait, on n'est pas tous d'accord sur tout. Je suis désolée, mon chien ronfle. On n'est pas tous d'accord sur tout, et c'est normal que ça soit un spectre de la gauche, tu vois. C'est normal que ça soit pas genre juste soit t'es de gauche, soit tu l'es pas. Non, il y a des choses où tu vas être pas d'accord avec, par exemple, LFI, et on va quand même finir dans la rue pour critiquer la gauche, même si on est de gauche. C'est ça qui est sain aussi. Totalement. En fait, un parti qui refuse d'être critiqué, c'est un peu une dictature. En vrai, de vrai. Et du coup, pour en revenir un peu à ce qu'on disait avec ta réaction par rapport au 7 octobre, etc., du coup, ta réaction, ça a été de partir dans une initiative assez rapidement, au final, juste après. En vrai, c'était pas juste après. Alors, je me suis éduquée juste après. Genre vraiment, les 3 jours d'après, j'étais full éducation. Et ensuite, j'ai contacté une personne qui est sur les réseaux qui s'appelle Lodoniri. Je sais pas si tu vois qui c'est. C'est un mec, du coup, qui de base fait un contenu quand même très politisé sur la philo, etc. Et puis, en fait, depuis le 7 octobre, a décidé de soutenir les cagnottes des familles qui sont en Palestine et a vérifié toutes les cagnottes avec pièce d'identité. En fait, il n'est pas tout seul. Il est aussi avec quelqu'un qui s'appelle Momossi, je crois, et Megda Vinci. Les 3 ont décidé ensemble de vérifier des cagnottes, vérifier la pièce d'identité, etc., pour ensuite les redistribuer vers des influenceurs et micro-influenceurs. Et demander à des personnes qui avaient plus de 1000 abonnés de repartager une cagnotte spécifique et de lui donner de la force. Donc à ce moment-là, j'étais en mode OK, let's go, si je peux aider. Et j'avais l'impression que c'était la seule chose que je pouvais faire, en fait. Et en fait, ensuite, Megda Vinci avait posté une story
un lundi, c'était le 28 mai, je crois, parce que la veille, il y avait eu un bombardement d'un endroit qui était dit safe par Israël. Et il y avait, tu sais, les vidéos des enfants décapités, des parents qui prenaient dans leurs bras les enfants, genre pas juste les membres de leurs enfants, en fait. Et du coup, Meg Davinci avait posté une story en mode, les amis, genre vraiment, plus tard, il sera trop tard. C'est le moment de mettre vos skills, de vendre vos skills, de vendre vos vêtements, de vendre tout, et genre de reverser les fonds à ces familles pour qu'elles puissent s'enfuir. Et du coup, j'étais en mode... en vrai, moi, je sais faire des photos et j'ai des contacts dans la photo. Donc, on va peut-être utiliser ça. Donc, c'est à partir de ce moment-là que t'es venue l'idée de créer Print for Palestine. Et est-ce que tu peux nous présenter le projet pour celles et ceux qui connaissent pas ? Ouais, en fait, le projet, c'est plusieurs photographes et illustratrices qui se sont regroupés ensemble pour proposer des prints à la vente, des impressions en gros de leurs œuvres, pour ensuite reverser tous les fonds à des cagnottes palestiniennes, mais également à Médecins sans frontières et Human Appeal. Donc on voulait faire un 50-50, 50% pour les cagnottes et 50% pour les personnes qui ne souhaitent pas partir, mais qui ont quand même besoin d'aide, donc à Human Appeal et Médecins sans frontières. Et du coup, on s'est mis tous ensemble. À la base, je partais vraiment pour contacter 15 amis à moi, et je pensais que c'était tout ce que je pouvais faire, tu sais, faire 15 amis, leur proposer que ça soit tout à mes frais et que juste on mette en vente. Et en fait, y a Gabriel Sénéchal qui s'est mis sur le projet, et je pars vraiment 15 minutes et je reviens, et il a fait un groupe Instagram, on était plus de 150 sur le groupe et on avait atteint la limite, tu sais, du groupe. Et du coup, je sais pas d'où c'est parti, je crois que c'était une fille qui s'appelait Camille qui a fait un Discord, et le jour en plus j'avais un énorme shooting photo qui m'avait pris 2 semaines de préparation. Du coup, j'étais pas trop sur mon téléphone et je reviens le soir et ils me disent en fait on a fait un groupe Discord et il y a 700 photographes dessus. Donc ça a pris une ampleur directement hyper importante. Les gens avaient envie d'aider, ils avaient vraiment très très envie d'aider, et du coup actuellement on est plus de 1800 artistes qui voulons vendre des prints pour la Palestine, et c'est très cool. Ce qui est énorme. Ouais, c'est trop bien. Donc aujourd'hui, Print for Palestine a du coup eu très rapidement son propre compte Instagram. Ouais. Et voilà, là on part de l'idée. Comment tu fais pour structurer une idée comme ça, qui est quand même une idée qui directement, on a vu, a pris de l'ampleur, mais même au niveau de la préparation que ça demande, de toutes les petites choses auxquelles on ne pense pas qui se passent derrière. Comment faire pour partir de cette idée-là et te structurer jusqu'à ce que c'est aujourd'hui ? Alors, la première chose que j'ai à dire, c'est qu'en vrai de vrai, n'importe quelle idée comme ça, on peut le réaliser solo avec son téléphone. C'est pas obligé de prendre énormément d'ampleur comme Print for Palestine. J'avoue que nous, on était en mode... tu sais, on était un peu sur le cul avec toute l'ampleur que ça a pris. Et pour être honnête, d'ailleurs, on se demandait si on pouvait pas faire une cagnotte Lydia, parce qu'on se disait ça va pas atteindre les 750 €, donc en vrai on peut passer par Lydia. Voilà, pour te dire à quel point on savait pas que ça allait prendre de l'ampleur. On pensait qu'on n'avait pas dépassé les 750 € de dons. Et en fait, on s'est retrouvé avec énormément de gens et un gros groupe où va falloir s'en occuper, va falloir savoir ce qui se passe. Et très vite avec Gabriel Sénéchal, on a essayé de trouver d'autres personnes pour se joindre à nous. On a eu une équipe de 5-6 personnes qui s'est joint à nous, donc au final on était 8 sur un plus petit groupe. Et on essayait un peu de tout redéfinir, qui fait quoi. Il y a quelqu'un qui s'est occupé de bien structurer le Discord. Tu sais, on avait fait un petit appel à qui sait faire un Discord. On devait aussi trouver une association rapidement, parce qu'en fait, si on n'avait que 750 € de dons, j'aurais pu les donner de mon compte et ensuite payer les impôts dessus. Tu vois, c'est pas grave de payer 25% de taxes sur 750 €. Par contre, là, on se doutait bien que ça allait prendre une plus grande ampleur. Donc, il fallait passer par une association, parce que ça m'embêterait de donner 10 000 € à l'URSSAF, parce que je passe par mon compte, tu vois. Et du coup, on devait trouver une association, ce qu'on n'avait pas réfléchi. Pour pouvoir du coup légalement recevoir les sous et redonner les dons. Exactement, et les reverser sans avoir besoin de payer des taxes, tu vois. Pour donner du coup le maximum. Exactement. Et du coup, on a fait un appel à l'association, ce qui était très dur à trouver. On a au final trouvé une association. On est passé par une association avec qui il y a eu plusieurs galères, en vrai de vrai. Et même eux le savent, il y a eu beaucoup de problèmes d'organisation, parce qu'en fait on était tous les deux groupes très
on était pris de court en fait par la quantité d'argent récolté et on pensait pas que ça serait autant. Et ce qui fait que on a dû changer, tu sais, ils ont dû changer de compte en banque pour pouvoir donner autant de sous, etc. Donc, tu sais, c'est plein de trucs comme ça où on s'y attendait pas. Donc, par exemple, pour donner les dons, on a pris un mois, alors qu'on les avait depuis longtemps, enfin depuis un mois du coup, on les avait depuis un mois et on n'a pas pu les donner parce qu'il y avait des problèmes légaux, des problèmes de carte bleue, des trucs auxquels tu penses pas en fait quand tu commences. Donc ça, c'est chiant. Trouver une association qui est déjà dans l'humanitaire, je trouve ça beaucoup plus simple parce que nous, on est passé par une association d'audiovisuel et même eux, en fait, ils étaient complètement pris de court. Et ouais, si vous voulez faire ça, passez par une association d'humanitaire directement, ça sera plus simple. Ouais, pareil pour le compte en banque, il faut que ça soit un compte en banque différent, il faut créer un site internet, mais le site internet, il faut le faire par Hello Asso pour que les personnes qui font les dons puissent recevoir une preuve de don et pouvoir avoir des reçus fiscaux. Donc même le site, il n'était pas correctement fait et on l'avait genre en 2 jours, on a trouvé l'asso, fait un contrat avec l'asso, donc on a dû trouver quelqu'un qui faisait genre du juridique pour nous rédiger un contrat. On a dû organiser un groupe Discord, puis ensuite créer l'Insta, faire la pub pour l'Insta, etc. En 2-3 jours. Et le lundi, on a créé. Le mercredi, on a lancé le compte Insta. Et la semaine d'après, on avait déjà fait 10 000 euros. C'est une folie, hein. Ouais. C'est vraiment une folie. Donc, le Hello Asso, parce qu'il y a des gens qui ont jamais vu le compte Print for Palestine, c'est là où vous vendez, en fait. Les photos. Quand tu dis site, c'est ça, ouais. C'est là où vous vendez les photos. Et du coup, sur votre compte Instagram, c'est des choses c'est rigolo parce que c'est un compte qui est là depuis pas très longtemps, mais du coup, tout ce que tu dis là, cette évolution de choses légales et tout, on a pu tout suivre. Oui, on postait tout directement sur Instagram. On a joué sur la transparence de ouf parce que je trouve que pour l'humanitaire, en fait, c'est méga important d'être transparent. On a mis, dès qu'on faisait un don, on le repartageait en story, etc. Genre, dès qu'on avait des paliers de sous, on les repartageait en story. Mais ce que je trouve ouf, c'est que les gens nous ont fait directement confiance, en fait, avant même qu'on fasse des dons. En fait, les gens avaient vraiment envie d'aider. Genre, et je trouve ça exceptionnel. Enfin, parce que c'est ouf. Carrément. Et ce que j'aime bien, en fait, dans le podcast aussi, essayer de comprendre, c'est comment ça marche tout ça, parce que je pense que c'est aussi des gens qui sont du coup dans l'art souvent, qui écoutent ou qui sont intéressés, et qui du coup se demandent comment ils peuvent s'y mettre et se mettre à militer avec. C'est pour ça que je vais te poser quelques questions techniques avant de repartir sur un peu plus philosophique, etc. Mais quand du coup tu as ce compte Instagram, première chose que tu te demandes, c'est à qui on va donner en fait exactement. Ouais. Donc tu as dit que déjà il y avait les cagnottes du coup directement de familles palestiniennes à qui tu allais envoyer des sous, qui sont vérifiées par des influenceurs. Je sais pas qui sont d'ailleurs les gens que tu as dit. C'est des influenceurs politiques, c'est ça? Alors de base, il y a une photographe, une personne qui fait les ongles et un influenceur philo et politique. Et les trois en fait avaient vraiment envie d'aider et se sont mis en collab. Ils ont contacté, mais genre vraiment ils ont contacté Natou, Lena Situation. Ils ont eu les contacts. Ils ont réussi à faire en sorte que ces personnes-là parrainent des cagnottes palestiniennes et tout. Et genre vraiment ils ont fait un taf de dingue. C'est tout. C'est gros big up à vous, j'adore. Et après, pour du coup Human Appeal et Médecins sans frontières, comment vous avez décidé de donner à ces deux assos-là? Alors on va faire je me rappelle exactement de comment ça s'est passé. On est allé sur il y avait, oui, je me rappelle. Je sais plus si c'était Brut ou Combini qui avait fait un réel en mode ces associations que vous pouvez aider pour aider la Palestine. Et c'était vraiment genre le jour même où on cherchait nos associations. Donc on en regarde plusieurs. Et il y en avait une que moi je voulais vraiment beaucoup aider, c'était le recours islamique de je sais pas quoi. Parce qu'en fait ils sont directement sur le territoire en train d'aider le peuple palestinien, etc. Sauf qu'en fait on s'est dit que malheureusement il y a des personnes qui vont refuser de donner 6 voix islamiques à l'intérieur de l'association. Donc ça on s'est dit c'est dommage, mais c'est un fait. Il y a des personnes qui sont malheureusement islamophobes et qui vont refuser de donner s'ils ont l'impression qu'on donne pour une religion. Il y en a d'autres aussi qui pensent qu'on donne au Hamas directement pour soutenir la guerre. Donc s'ils voient ça, ils vont se dire « Oh là 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 !» Alors que du coup, c'était pas du tout l'image qu'on voulait donner. Nous, notre image, c'est de vouloir sauver
des civils, en vrai. Enfin, on veut sauver des êtres humains. Donc, on est allé checker et les 2 associations qui nous paraissaient venir le plus en aide et être le plus transparent. C'était Médecins sans frontières et Human Appeal, qui ont chacun, du coup, un onglet spécifique pour faire des dons pour Gaza. Donc, ils sont directement sur place. Et d'ailleurs, je parle avec un monsieur de Human Appeal qui s'appelle Mohamed et qui m'envoie des vidéos de ce qu'ils font directement. Lui, il est en France et du coup, il vient de Gaza. Il est venu ici à 4-5 ans, je crois. Et vraiment, il nous montre toutes ces vidéos, etc. On a pu d'ailleurs inviter les personnes de Médecins sans frontières et du Human Appeal à venir à l'événement qu'on avait fait et tout. Donc, on avait très bien fait de les choisir. Ensuite, il va falloir, vous avez dû trouver une façon de comprendre comment faire l'administratif et tout. Donc, tu m'as dit que vous êtes passé par une association. Mais est-ce que tu as trouvé aussi est-ce que tu aurais des tips à partager aux gens qui veulent se lancer dans ce genre de projet sur, par exemple, des recours, des gens à qui demander, des ressources sur Internet peut-être, d'endroits où te renseigner pour faire les choses légalement, dans les cordes, dans les clous? Alors, déjà, il faut savoir qu'il y a le site du gouvernement où il y a les réponses à toutes les questions de la terre entière. Genre, moi, j'ai littéralement tapé « Comment créer une association ?» et le site du gouvernement m'a donné le site pour créer une association, quel site par lequel tu peux passer pour t'accompagner pour créer l'association, etc. Donc ça, c'est trop cool. Il y a tous les décrets, des lois, etc., etc. C'est un petit peu long à vérifier, mais c'est pas mal. Ensuite, si vous avez un peu de visibilité sur les réseaux, genre en vrai, il suffit de 500 abonnés pour juste partager un truc en mode « Excusez-moi, je recherche une personne qui fait des études de droit. » Et dans vos 500 abonnés, il y a forcément quelqu'un qui fait des recherches de droit. Même dans vos 10 abonnés, si eux repartagent, il y a quelqu'un qui fait des études de droit. D'accord ? Nous, on a demandé à des personnes, à nos stories respectives, si quelqu'un faisait du droit. Et on a trouvé 3-4 personnes qui étaient chaud patates pour nous aider, tu vois. Du coup, ouais, Instagram, c'est cool. Le mieux, c'est aussi YouTube. Il vous explique toutes les informations que vous avez besoin. C'est top. Après, je vous conseillerais aussi d'aller contacter vos influenceurs politisés. En vrai, c'est con, mais si vous n'avez pas de réponse, tant pis. Si vous en avez, tant mieux. Genre, ça coûte rien. Je sais que Lodo répond très vite aux messages. Alors, non. Pas très très vite parce qu'il y a énormément de messages, mais Lodo répond relativement vite. Lodo Niri répond relativement vite aux messages. Moi, si vous m'en envoyez sur mon compte privé, je peux totalement vous réorienter aussi. Si j'ai les réponses, je peux totalement vous aider. Mais après, c'est beaucoup de la fouille sur Internet, en vrai, pour avoir les infos. Si je peux juste donner un conseil, c'est créer votre propre association. C'est beaucoup plus simple. Ensuite, il y a la recherche du coup de labo photo pour mettre en œuvre ce que vous avez dit. Donc, vous imprimez les photos des photographes qui vous ont donné leur droit pour ces prints-là précisément. Les gens vont aller acheter les prints pour faire un don pour la Palestine. Et du coup, vous devez imprimer, c'est bête, mais c'est plein de choses auxquelles on ne pense pas, imprimer et envoyer les prints. Comment vous avez trouvé votre labo et comment vous faites ensuite pour envoyer Alors, pour tout ce qui est impression, Alors, Gabriel Sénéchal a un contact chez Spot Photographie, qui est un compte Instagram et compte YouTube, qui fait beaucoup de photographie de rue, de street photo, qui fait des workshops là-dessus, etc. Et Spot Photo travaille aussi avec Jonathan Bertin, un photographe qui fait des photos exceptionnelles. Et du coup, on les a contactés et ils nous ont dit qu'ils étaient chauds pour payer les impressions. Donc, ils nous ont envoyé 1 000 € pour payer les premières impressions. Jonathan Bertin aussi, il avait un code promo chez un imprimeur qui ne souhaite pas donner le nom. Et du coup, on est passé par cet imprimeur qui nous a dit qu'ils étaient complètement OK pour nous faire 20% de réduction aussi pour les impressions. Du coup, c'est très cool. Pour les 2 premières salves d'impression, on n'a rien eu à payer. On n'a strictement rien eu à payer parce que entre ce que nous avait versé Jonathan Bertin et ce que nous avait versé Spot, on n'avait pas besoin de payer quoi que ce soit d'autre en fait. Et ensuite il y a eu les envois. Les envois ont coûté beaucoup plus cher que ce qu'on pensait parce qu'en fait on n'avait pas de compte pro poste. En fait c'est aussi con que ça, mais on devait payer on doit faire des timbres et les timbres coûtent une blinde. Mais au final, vu qu'on avait payé beaucoup moins cher les impressions, ça fait que genre le print de la petite photo coûtait genre peut-être 20 centimes à imprimer et
1,90€ le timbre. Donc, vas-y, 2,10€ pour faire toute l'impression, alors que nous, on avait compté 3€. Donc, ça nous coûte... Enfin, dans tous les cas, c'est ça. Dans tous les cas, ça s'équilibrait beaucoup, beaucoup. Donc, on n'a pas beaucoup plus cherché. Ça fait que sur le print qu'on vendait 10€, on devait aussi enlever genre 30 centimes pour les emballages. Mais au final, on reversait quand même genre 7,50€ par print. C'est très cool. Ouais, parce qu'il y a eu toute cette phase de recherche d'optimisation pour payer le moins cher possible afin d'envoyer le plus possible aux cagnottes. Exactement, c'est ça. Et genre là, par exemple, on avait un énorme stock d'enveloppes et les enveloppes nous ont coûté cher parce qu'elles sont matelassées. On voulait que les prints arrivent en sécurité. Mais en fait, pour les prochaines, on va juste utiliser des enveloppes toutes simples et couper genre des bouts de carton qu'on a déjà, tu sais, pour les mettre à l'intérieur pour pas pouvoir les plier. Et comme ça coûtera beaucoup moins cher et on pourra réduire les prix d'emballage. Et en plus, ça sera moins lourd, donc on pourra payer moins cher le timbre, etc. On fait tout pour pouvoir envoyer un maximum de sous directement à la Palestine. Genre vraiment, c'est... Trop bien. Et dernière chose un peu technique, c'est que vous, comme tu l'as dit, vous regroupez des photographes pour qu'ils vous donnent leurs droits sur des photos spécifiques. Pour les imprimer dans vos drops, vous faites des sortes de collections que vous sortez à certains moments pour que ça redonne un peu de l'engouement et que les gens aillent acheter ces prints pour faire des dons. Et du coup, ces photographes-là, vous avez créé un Discord pour les regrouper et tu nous as dit qu'il y en a 1800 aujourd'hui. Ouais. Comment ça se passe sur le Discord? Comment ça marche? Comment on fait pour envoyer des photos si on veut? Actuellement, du coup, on a fait une petite pause, donc on fait plus trop de drop pour deux raisons. 3 raisons. On a tous eu un burn-out. Donc, après 2-3 mois de militantisme à fond, on a tous shut down complet après l'événement. Donc, on a fait une pause. Deuxième chose, c'est que du coup, comme j'ai dit, on a eu des petits problèmes avec l'association, etc. Et on a décidé de créer notre propre association. Donc, on attend de pouvoir faire ça pour recommencer des drops. Et troisième chose, c'est qu'actuellement, on a quand même un gros stock parce que on a fait plusieurs événements en physique et on en a imprimé en plus des photos pour pouvoir les vendre en physique. Donc, on va pour l'instant vendre ça parce que le but, c'est quand même de dépenser le moins de sous possible plutôt que de dépenser, de redépenser. Mais à chaque fois qu'on lance des drops, c'est très simple. Sur le Discord et sur notre story, on dit on refait un appel à photographe ou illustratrice ou graphiste ou tu vois, genre, on fait un appel et les gens nous envoient directement sur une boîte mail. Nous, ensuite, par rapport à cette boîte mail, je vous avoue qu'on reçoit genre beaucoup d'œuvres et elles sont genre magnifiques. D'accord. Après, il y en a qui nous envoient vraiment des selfies. Donc, s'il vous plaît, arrêtez. Mais, et tu sais, genre, je suis pas sûre, mais qu'il y a quelqu'un qui a screen un gif et qui nous les a envoyés en mode proposition. Donc ça, s'il vous plaît, arrêtez. À part ça, les vraies œuvres, elles sont vraiment toutes magnifiques. Et on se regroupe généralement sur un Discord privé. On fait un appel en visio avec des personnes qui ont des goûts très différents. On est, comme j'avais dit, environ 8. On n'est pas toujours les 8 à ce moment-là. Et on passe sur le mail. On dit oui, non, pour une prochaine, etc., etc. Et on fait en sorte d'avoir un maximum d'œuvres différentes parce qu'on est conscient qu'on n'a pas les goûts de tout le monde. Genre, on est conscient que ce qu'on aime ne va pas être aimé par tout le monde. Par exemple, moi, il y avait un drop que j'adorais. Genre, vraiment, il y avait mes photographes et illustratrices préférées dedans. Et il y a eu très peu de ventes. Donc, tu vois, genre, je sais qu'on n'a pas tous les mêmes goûts. Et c'est pour ça qu'on essaie un maximum d'avoir des personnes qui ont des goûts variés pour choisir les photos. Et aussi d'en prendre certaines qui sont objectivement jolies, mais que nous, on n'aime pas. Parce qu'on sait que pour d'autres, ça va être important. On essaye aussi toujours d'avoir une ou deux œuvres qui sont en rapport avec la Palestine et d'en avoir aussi qui ne le sont pas. Parce qu'on sait qu'il y a des personnes qui veulent s'engager et donner leur argent, mais qui n'ont pas spécialement envie d'avoir une énorme photo de la Palestine sur leur mur. Exactement. Et du coup, notre goal, c'est de pouvoir faire en sorte que chaque personne qui veut participer peut avoir quelque chose à son goût. Et tu sais, genre même dans 10 ans, ils revoient la photo affichée dans leur salon et ils se rappellent que c'était pour la bonne cause, tu vois. Et des trucs comme ça. Et puis même, tu sais, tu l'affiches, il y a quelqu'un qui dit bien chez toi, qui dit « Ah, elle est trop belle la photo » ou « Il est trop beau le dessin ». Trop cool, je l'ai acheté genre chez Print for Palestine, etc. Et ils en discutent autour d'eux. Donc ouais, c'est un peu ça, le processus de sélection. Génial. Donc il suffit de vous envoyer un message pour être sur le Discord
Ouais. Et ensuite, tout sera expliqué là-bas. Exactement. Il y a toutes les infos directes sur le Discord. On va repartir du coup de ces premiers drops-là. On parlera des événements ensuite. Comme on l'a dit, ça a été un franc succès. Tu pourras nous dire un peu les chiffres peut-être que vous avez fait pour que les gens comprennent l'ampleur. Quels ont été les retours du public? Qu'est-ce qu'on vous a dit? Alors, les gens ont adoré le principe. Et genre vraiment, les gens ont kiffé de fou le principe. Ils ont été trop chauds pour acheter les prints, etc. Vraiment, genre il y en a plein qui disent que c'est grâce à nous, mais en fait non, pour moi c'est grâce à chaque personne qui a dépensé ses sous pour acheter. Parce que 10 € pour une photo, en vrai, c'est énorme. C'est cher un peu, je trouve. 10 € pour une petite photo, c'est un peu cher, mais ils savent que c'est pour la bonne cause et ils sont prêts à mettre 10 € pour une... Il y en a même qui nous envoient des mails en mode j'ai eu un problème de livraison, je sais pas si vous l'avez envoyé, mais bon, au pire des cas, c'est pas grave, c'est juste pour faire un don à la Palestine, etc. Du coup, les gens étaient trop mimi. Après, on a eu beaucoup de retours nous disant qu'on est lent dans notre livraison. Et je tiens à m'en excuser, mais en fait, on est 2 à emballer et on a eu plus de 2000 commandes. Donc oui, on est lent. Et c'est normal aussi. Oui, c'est ce que je dis, c'est qu'en vrai, oui, on est lent. Enfin, on n'a pas acheté sur Amazon, il n'y a pas la livraison express. On est lent. On essaie de faire de notre mieux pour que les prochains drops soient plus rapides. Genre, j'ai déjà réfléchi à comment faire en sorte que ça soit plus rapide. Mais oui, effectivement, on est un petit peu lent, mais les gens qui reçoivent les photos ont adoré, même ça leur fait trop plaisir. Parfois, quand on va sur les événements physiques, les gens nous disent « Ah, vous êtes Print for Palestine !» Et on est en mode Slay. de ouf. Et tu sais, genre, ça fait trop plaisir. Et même nos familles, nos familles qui voient ce qu'on fait, ils sont en mode « En vrai, slay !» En vrai, genre c'est trop cool. Même en physique, on a plein de gens qui nous encouragent. Moi, j'en ai qui m'envoient des petits messages dans mon compte privé. En mode, je suis désolée, ça fait un moment que j'ai envie de te booker un shoot, mais je vois que t'es occupée, du coup j'attends. Est-ce que là c'est le bon moment et tout? C'est trop bien ce que tu fais. Genre, je suis en mode, vous êtes trop chou. C'est trop bien. J'adore. Et vous avez aussi fait toute une recherche d'influenceurs pour repartager le compte, enfin pour le faire prendre de l'ampleur à un moment. On n'a pas recherché. Alors en fait, les gens qui étaient sur le Discord sont des fous furieux. Vraiment, c'est des malades mentaux et je les aime trop, d'accord? C'est-à-dire que on a posté en story. On a posté sur le Discord disant on a fait notre compte Instagram et ils sont allés identifier notre compte Instagram sous tous les influenceurs. Genre on recevait des notifications où genre ils nous avaient identifié sous la photo de Mister V. Où genre il y a des influenceurs et influenceuses à l'étranger, en Australie qui nous ont repartagé. Mais genre des influenceurs à 2 millions d'abonnés. On a Al Capote qui nous a repartagé. On a Mehdi Maizi qui nous a repartagé. Après évidemment une des personnes qui a fait un énorme travail de ouf pour les événements physiques qui s'appelle Colline, a pas mal de contacts dans le milieu de la musique et a repartagé beaucoup autour d'elle et tout. Et ça nous a fait tellement de pubs. Alors nous, on était concentrés sur comment est-ce qu'on vend des photos. La com s'est faite toute seule parce que les personnes, comme j'ai dit, étaient méga engagées sur le truc. Et franchement, merci à tout le monde. Genre, c'est trop cool. Et pourquoi, d'après toi, ça a autant touché les gens, cette initiative ? Je pense qu'en fait, dans le milieu de l'art, on se pose toujours la question de comment être engagé. Comment est-ce qu'on peut s'engager? Comment est-ce qu'on peut être militant? Et du coup, quand ils ont vu que c'est un milieu qui les touche, et en plus, ils se battent pour une cause qui les touche, directement, tu sais, genre, tu te sens concerné. Et puis, on n'est pas n'importe qui, on est genre des photographes comme toi, comme moi, comme genre la personne en face. On est juste des personnes qui prennent des photos. Et ça part de base de nos comptes perso, où tu sais, genre, on a juste dit, on veut s'engager. Donc, déjà, les personnes qui nous suivaient pour nous sont ensuite déjà allées donner de l'engouement au reste. Et on est suivi par pas mal de personnes dans le milieu de la photo. Donc, c'est sûr qu'en vrai de vrai, l'un par l'autre, ça fait qu'on a été pas mal partagés. Et c'est trop cool. En vrai, j'ai menti, on a eu un retour négatif de quelqu'un qui nous a dit ouais, vous faites pas ça pour le Soudan. Et j'étais en mode... Bon, on peut pas tout faire, en fait. Voilà, bref, c'est tout, c'est le seul retour négatif. Mais en vrai, ouais, on a eu beaucoup d'engouement de la part de beaucoup de personnes autour de nous. Même, j'avais contacté l'Odoniri qui nous a repartagé sur sa story, qui est suivie du coup par plein de personnes de gauche. Et tous les artistes de gauche qui étaient sur sa story, ils sont revenus chez nous et tout. C'était trop cool. C'était trop bien. Après les drops, vous avez commencé à faire des événements. Ouais.
Vous avez commencé d'ailleurs à participer, je crois que le premier c'était avec Golochoglova. Exactement. Ouais, du coup, en fait, Golochoglova avait posté en story qu'elle voulait créer un événement avec d'autres influenceurs. Je crois qu'il y avait Raska aussi qui était présent. Et tu sais, il y avait une boîte à questions où les gens disaient « N'hésitez pas à m'envoyer les comptes de personnes qui font des trucs pour la Palestine. » Et du coup, genre, on a eu des centaines de personnes qui ont repartagé notre compte dessus. Donc ça, c'était trop cool. Et du coup, Colline, dont je parlais précédemment, et du coup, une amie à Yasmine, et lui a envoyé un message en mode « J'ai des potes qui font Print for Palestine. » Et au bout de quelques jours, on n'avait pas de réponse. Puis d'un coup, en mode « Salut, on m'a beaucoup partagé votre initiative. Est-ce que vous serez chaud, etc. » Donc en vrai, c'était très rapide. Elle nous a envoyé un message. Elle a dit « Bon, bah, si vous êtes chaud, je vais vous faire un stand. » Il y avait deux autres photographes qui étaient présents et un illustrateur. Je vais voir ensuite si je retrouve leur Instagram. Du coup, il y avait David Delaplace, qui est un grand photographe du milieu du rap, qui a photographié genre Nekfeu, Orelsan, Damso, etc., qui était aussi présent à l'événement pour vendre ses photos. Du coup, c'était trop cool. Il nous avait aussi donné des œuvres à nous pour les vendre et tout. Donc vraiment, trop bien. Il y avait un autre photographe qui s'appelait Léo et un illustrateur qui s'appelait Sofiane qui était aussi présent. Il y avait plein d'artistes. L'event était très cool. Ce jour-là, on a vendu à peu près 3 000 € de print en physique. Du coup, ça veut dire... C'est énorme. Exactement, sans frais de livraison. Du coup, c'est 3 000 € qui ont directement été reversés à Human Appeal parce que du coup, c'est eux qui étaient présents sur le moment et les gens payaient directement par un QR code. Et en fait, du coup, les gens ont reversé 3 000 € juste de print. Et c'était exceptionnel. C'est génial. Et oui, tout l'événement de Yasmine, qui est une influenceuse assez connue en plus, a ramené beaucoup de gens. Et je crois qu'ils ont fait beaucoup d'argent. Enfin, le but, c'est une sorte de grand marché. Ouais, ils ont fait 30 000 €. Mais ce qui était aussi trop cool, c'est qu'ils n'ont pas juste fait un grand marché. Il y avait une scène où, en fait, il y avait des personnes qui étaient concernées par les causes, qui sont venus parler. Ils ont parlé du Congo, ils ont parlé du Soudan, ils ont parlé de la Palestine. Il y avait vraiment des intervenants, des personnes qui ont posé des questions. Et du coup, pendant qu'on vendait, tu sais, on était tous en train de parler pas fort, en mode attends, on écoute et tout. Et en fait, il y avait aussi une sensibilisation, parce que Yasmine, du coup, Golochoglova, c'est une influenceuse. Et il y avait d'autres influenceurs et influenceuses. Il y avait un rappeur, l'UJPK, qui était venu, etc. Et du coup, il y avait beaucoup de jeunes qui sont venus, qui sont plus venus pour les influenceurs que pour la cause. Et justement, tu sais, ils ont utilisé leur visibilité pour pouvoir ensuite les sensibiliser grâce au discours. Vu qu'on était tous en train de se taire, en train d'écouter les discours des gens qui parlaient, ça a permis à sensibiliser pas mal de personnes. Et ça, c'est cool. Carrément. Moi, c'est quelque chose qui me matrixe toujours quand j'ai grandi avec YouTube. Donc, je continue à suivre des influenceurs et influenceuses de divertissement, etc. Et je continue à adorer ça. C'est mon âme d'enfant. Mais à chaque fois, je suis assez choquée de voir la dépolitisation de YouTube, en fait. Et de voir que, tu vois, on va applaudir un Squeezie parce qu'il a fait il a apparu 2-3 fois en disant 2-3 trucs. Ok, mais en fait, en général, tu regardes, c'est la course au capitalisme, la course à l'anti-écologisme, en vrai. Enfin, on te montre des choses, voilà. C'est beaucoup d'hommes, c'est beaucoup de blancs. Enfin, il n'y a aucune réflexion politique. Et ça me fait du bien de voir que des gens comme Yasmine, Raska, etc. incorporent les deux parce que on peut pas d'ailleurs, fermer en les yeux. plus, genre vraiment, ils ont pas juste fait l'event pour le fun. C'est genre tout le long, ils étaient en train de charbonner de ouf. Ils étaient vraiment en mode, je suis désolée, je peux pas parler aux invités. Je suis en train d'essayer de gérer l'event, etc. Et même genre Raska, il est venu au concert qu'on avait organisé. Il a bien payé son entrée, etc. Il avait ramené ses potes. Genre, enfin vraiment, ils ont acheté des maillots à Human Appeal, etc. Enfin vraiment, même Yasmine, où c'était son événement, elle a acheté des trucs à Human Appeal, tu vois, genre en mode tiens, je veux prendre ce kéfier, je veux prendre ça. Et vraiment, enfin, ça se voit que vraiment, ils ont utilisé leur plateforme et ça m'a fait trop plaisir parce que c'est un truc qui m'a un peu dégoûtée en fait des influenceurs. Mais eux, ils ont utilisé leur plateforme en mode en fait, ça sert à quoi d'avoir autant d'abonnés, d'influencer pour acheter genre un t-shirt, d'influencer pour acheter une skincare, genre. Et Yasmine, elle a comment ça s'appelle ? Un canal Instagram où elle parle beaucoup du coup de ses partenariats et elle le fait en toute transparence. Elle dit
écoutez, là je vous en parle, vous me dites ce que vous en pensez. On m'a proposé par exemple une collaboration avec Adidas et j'allais dire non parce que du coup ils ont une usine implantée en Israël, mais en fait ils viennent de me dire qu'ils sont en train de fermer leur usine, que ils font une collaboration avec Bella Hadid, tu sais, des trucs comme ça. Et du coup, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que j'ai pas envie de prendre des... c'est cool qu'il y ait des... Exactement, tu sais, et même elle reverse une grosse partie de ses revenus et tout. Enfin, tu vois, genre, c'est très cool. Et même elle, ça fait 4-5 mois, même, en fait, depuis le 7 octobre, bientôt 1 an, qu'elle est méga politisée là-dessus. Et elle a fait des gros tweets en mode call-out des autres influenceurs, disant qu'elle a perdu genre 50 000 € à peu près de partenariats en refusant des partenariats pour genre des marques comme Coca, etc. Mais qu'en fait, elle peut se le permettre, tu vois. Enfin, genre, elle call out tous les influenceurs qui sont plus connus qu'elle en disant, bah... Trop mignon. Je vais la laisser voir quand même. Allez voir sur le compte Instagram de Roxane les photos de sa chienne, qui est incroyablement belle. Il y a un toutou qui fait que de dormir et boire, c'est sa seule mission de la journée. Mais elle est déshydratée, là. Bah du coup, je disais, c'est cool en fait de montrer un peu genre l'hypocrisie du milieu, de genre, ok c'est bien, vous faites un tweet disant de pas voter extrême droite, wouhou, genre les gars vous êtes riches. Et ce que tu disais dans le podcast de Thomas que j'ai bien aimé, c'était que en fait c'est une question d'inspiration. Quand tu regardes des influenceurs, des artistes, etc., tu vas être inspiré par ce qu'ils font. Et si tu vois des influenceurs et des artistes qui s'engagent dans des causes qui leur tiennent à cœur, c'est pas juste tu vas récolter 30 000 €. Bon, c'est déjà incroyable. Déjà, tu vas récolter 30 000 €, mais l'impact, il est bien plus énorme que ça, oui. Parce que il y a plein de gens qui vont voir que t'as fait ça et qui vont se dire ok c'est possible, moi aussi je peux donner mon temps à des assos, des collectifs, je peux faire une initiative qui va aider une cause. Du coup ça a une répercussion c'est parti du fait que j'ai vu d'autres personnes qui étaient dans leur lit et qui avaient pas beaucoup plus de visibilité que moi et qui étaient déjà en train de récolter des sous. Enfin il y en avait juste, ils vendaient le peu de vêtements qu'ils avaient sur Vinted pour pouvoir donner ensuite les sous à des cagnottes. Enfin en fait, à notre échelle, 100 €, c'est beaucoup quand même. Enfin, moi, je sais que si on me donne 100 € supplémentaires, je suis en mode wouh, un demi-mois de bouffe en plus. La bouffe à Paris coûte très très cher. Mais tu vois, genre en vrai, c'est cool 100 € de pouvoir donner 100 €. Et le fait de se dire qu'en fait, ok, bah tu peux vendre des prints et ces 100 € ils se transforment en 1 000 €. Et je suis en mode waouh, en fait je peux faire ça. Et il y a d'autres personnes qui nous ont envoyé des messages en mode excusez-moi, du coup j'ai vu que vous avez fait ça mais vous n'avez pas sélectionné mes photos, est-ce que ça vous dérange si moi-même genre je vends des prints? Et j'étais en mode mais pas du tout en fait, vas-y vends. Ils nous ont demandé des conseils en mode voici les tarifs, est-ce que vous pouvez nous repartager tout ça, et on était en mode mais évidemment en fait, genre on peut tous s'entraider, on est là tous pour la même cause. Même pendant l'événement de Yasmine, il y a du coup les autres artistes qui étaient là qui étaient en mode oh mais attends, j'ai envie de participer avec vous à Print for Palestine. Parfois on a mélangé les stands et tout pour parce qu'en fait ça nous réunit, ça fait en sorte que tous les militants et militantes on se mette ensemble, et en plus ça fait que d'autres personnes qui voudraient militer se rendent compte que finalement on peut. Genre, moi, j'ai des amis où j'aurais demandé s'ils pouvaient aussi s'occuper avec moi de la cagnotte d'Aya que je marraine. D'ailleurs, s'il y a des gens qui ont envie de lui donner des sous, n'hésitez pas. On mettra tout en barre d'infos. Ouais, on met tout en barre d'infos pour donner plein de sous à Aya. Et en fait, du coup, tu sais, mes amis étaient en mode, je peux pas parrainer, j'ai pas beaucoup de visibilité. Mais on s'en fout, genre, imagine, t'as 500 abonnés et ces 500 abonnés donnent chacun 10 €. Ça fait 100 000, tu vois. Enfin, c'est énorme ce qu'on peut faire. Il y a des personnes sur TikTok qui d'un coup se sont mis à se mobiliser justement parce qu'ils ont vu d'autres personnes sur TikTok. TikTok, il te suffit d'un téléphone. Et si vous écoutez ce podcast, c'est que vous avez un téléphone, tu vois. Tu utilises la lumière du soleil, tu fais ton TikTok, tu le fais tous les jours. Il te faut genre 1 minute 30 pour le filmer. T'as même pas besoin de le monter. En fait, t'as tous les gauchos qui vont venir te supporter et te donner de la force, etc. Vraiment, enfin... Au fur et à mesure, tu vois des gens qui se mobilisent. Ok, c'est certaines personnes qui ont eu les idées, mais on peut tous les reprendre. Genre, c'est pas grave, c'est pour la même cause, tu vois. Utilise pas les mêmes idées pour aller ensuite soutenir l'extrême droite, t'as vu? Mais si tu utilises des idées pour soutenir la même cause ou genre une autre cause humaine, personne va t'en vouloir. Genre vraiment, c'est
tout le monde s'entraide, je trouve ça trop bien. Et justement, juste après, vous vous êtes dit, let's go faire un autre événement. Enfin, je sais pas si la réflexion c'était ça, mais vous avez créé Couleur Palestine. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors, Couleur Palestine, en fait, on a commencé à l'organiser avant. Ça nous a pris 2 mois à organiser. Et je vais pas mentir, pas du tout mentir, j'ai pas du tout été autant investie que d'autres personnes dans Couleur Palestine. Je vais parler en leur nom et je vais donner les noms tout de suite. Mais moi, j'étais beaucoup plus concentrée à m'occuper de Print for Palestine. Et du coup, de notre côté, c'était Colline, du coup, Call Me Colline sur Instagram, et qui était en collaboration avec Enchères Humanitaires, une autre association qui justement essaye de lever des fonds pour des causes humanitaires. Et du coup, Colline avait déjà l'idée d'organiser un concert dès qu'on a lancé Print for Palestine. Elle est venue nous voir en disant « Écoutez, moi j'ai des contacts dans le rap et c'est des personnes qui vont être trop chauds pour participer. » Colline s'est occupée de trouver tous les artistes, d'accord. Enchères Humanitaires s'est occupée de l'organisation, de mettre les pièces en vente, etc. Et les deux ensemble ont trouvé des pièces des artistes, des pièces d'influenceurs, etc. Ils ont fait des tafs de dingue, d'accord. Et je veux pas du tout prendre ce crédit parce que vraiment, c'était un travail de malade. Moi, j'étais là en tant que médiateur. Vraiment, on est venu me voir en mode. Alors, il y a des mésententes, etc. Enfin, pas des mésententes, mais tu vois, quand tu travailles sur un taf de groupe, t'as toujours des choses sur lesquelles il va y avoir des désaccords. Et j'étais juste venue médiatorer, vraiment, c'est tout. Mais ouais, elles ont fait un travail de malade. En 2 mois, elles ont organisé un concert qui a sold out, vraiment sold out complet. On a tout vendu dans une des plus belles salles de Paris, du coup à la Bellevilloise, qui pour le coup est relativement bien connue dans le milieu de la musique, avec des artistes, mais qui vont de personnes pas très connues, mais qui sont super talentueux et talentueuses, et de personnes beaucoup plus connues comme Bécard et Sniper ou Giorgio. Enfin, vraiment, on regardait la setlist et on était en mode, mais vous avez fait un taf de ouf. Et j'ai toutes les envers, les coulisses, etc. C'était très long à organiser, c'était très demandant en énergie. Ça leur a demandé beaucoup d'énergie. Il y a eu plein de moments où on avait tous envie d'abandonner en vrai. Certains artistes du coup qui sont très occupés, en plus c'était la période des festivals, prenaient beaucoup de temps à répondre. Il y en a d'autres qui étaient pas à Paris à ce moment-là, donc on devait réfléchir à est-ce que ça valait le coup de payer les allers-retours de train. Mais du coup vraiment et on a eu beaucoup de galères, même pour la bouffe, on avait tout cuisiné à la main pour faire en sorte que ça soit pas trop cher. Puis au final, vu qu'on avait cuisiné à la main, on n'avait pas calculé que la mozzarella, ça a de l'eau. Du coup, dans les wraps étaient tout trempés, ils avaient mouillé partout, c'était plus du tout mangeable. Et tu sais, on était en mode... Au final, on a commandé des pizzas on a essayé de trouver les moins chères. On a tout fait pour que ça soit le moins cher possible. Même la Bellevilloise, ils ont accepté de le faire en coprod, donc ça veut dire qu'on donne pas de sous pour louer la salle, on paye un pourcentage. Du coup, ils ont récupéré 30% de tout, 30% des billets, mais aucun pourcentage des ventes, etc. Enfin, vraiment, ils nous ont fait confiance de A à Z. C'était un taf de dingue. Je remercierai jamais assez les filles d'Enchères Humanitaires et Colline, vraiment dinguerie. Elle a fait un travail de malade. Mais c'était une galère. Jusqu'au dernier jour, on était limite en larmes et tout. Et c'est pour ça que dès que l'événement s'est fini, on a fait stop. On était tous en mode... Mais c'était un événement très réussi. Pendant l'event, on a récolté un total de 13 000 euros. Il y a eu 2 000 qui sont partis à la Bellevilloise et au TVA. Et ensuite, 1 500 euros qui étaient pour tous les frais d'organisation. Donc ça veut dire que environ, on a reversé 9 800 euros de cet événement en utilisant du coup 1 500 euros. Donc en vrai... C'est très bénef, mais ça a demandé beaucoup d'énergie. Ça vaut le coup parce qu'au final, on a reversé 10 000 euros en une soirée, tu vois. Donc, c'est cool. C'était très fatigant. C'est génial de voir autant de gens se réunir autour d'une lutte. Et par exemple, t'en parlais avec l'événement de Yasmine, il y avait plein d'assauts, de personnes concernées qui venaient parler, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un peu une lutte... des gens, vous connaissez, il y a peut-être des groupes, des réseaux où vous pouvez organiser des choses ensemble pour la Palestine peut-être plus facilement. Est-ce que vous avez des contacts et vous êtes plus à même de pouvoir
facilement organiser des choses ensemble après. C'est trop cool. Déjà, en fait, quand on a organisé l'event Couleur Palestine, on voulait absolument qu'il y ait les représentations des assos à qui on donne pendant l'event, et on se demandait si ça allait pas faire un petit clash entre Human Happy et Médecins Sans Frontières. Et en fait, les deux, ils nous ont dit, mais pas du tout. On est tous pour la même cause, en fait. Que vous donnez à l'un ou à l'autre, ça change rien. Du coup, les deux, ils sont venus, ils se sont parlé, et nous, on était en mode... Mais en fait, oui, totalement, on est tous là pour la même cause. Et au final, ça fait que du coup, tous les artistes qui étaient là pour l'event de Golo Tchoglova, au final, on a leur Insta. Il y en a même 2-3 qui m'ont demandé s'ils pouvaient venir m'aider pour emballer les colis. Pareil, pour au moment du concert, il y a Sniper, je sais pas si tu vois qui c'est un petit groupe de rap. Un petit groupe de rap légendaire. Oui, bien sûr, Sniper. Qui ont fait une vidéo pour l'association Terra Solidaire qui verse du coup chaque semaine des sous à 9 familles différentes en Palestine pour leur permettre de se nourrir, etc. Du coup, je leur ai demandé s'ils pouvaient faire une vidéo. Ils étaient en mode mais oui, avec plaisir. Pareil, il y a d'autres artistes qui nous ont dit que si on refait des événements, c'est avec plaisir. Human Appeal qui nous dit tout le temps, enfin on a le contact, ils sont en mode si vous refaites des événements, vous n'hésitez pas. Pareil pour Médecins Sans Frontières. Et en fait, ensuite sur TikTok, il y a beaucoup d'influenceurs de gauche qui parlent de la Palestine, qui éduquent, qui sont très militants et pas exclusivement sur la Palestine d'ailleurs, c'est juste là je parle de la Palestine parce que c'est le sujet de Print for Palestine, mais sinon ils sont très militants surtout. Et en fait j'ai vu qu'il y en avait un, du coup il s'appelle Lee, c'est Lee Drop de Mike qui l'avait organisé, il l'a organisé samedi dernier un concert caritatif pour la Palestine. Et il faut savoir que Lee c'est un petit gamin de 20 ans qui a tout fait lui-même avec Oaza Prod, qui est une association qui crée des concerts humanitaires, et du coup ils ont tout organisé ensemble genre, et ils ont fait la promo eux-mêmes. Et du coup, j'ai proposé que Print for Palestine vende des prints à ce moment-là. Et moi, j'ai pris les photos du concert. Et à cet événement, il y avait tellement d'influenceurs de gauche. Genre, on a pris les contacts de tout le monde. Et ils étaient tous en mode, c'est trop bien ce que vous faites. Si vous avez besoin d'aide, on est là. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, on est là. Genre, vraiment... Tout le monde s'est réuni, et puis nous aussi, vu qu'on a les contacts des autres assos, on s'est réunis. Je sais qu'avec Print for Palestine, on va vendre des prints pour Terra Solidaire, etc. Enfin, c'est plein de petits trucs. Vu qu'on avance tous dans la même cause, il n'y a pas de raison qu'on soit pas ensemble. Genre, et Lodo Niri avait fait une vidéo intéressante après le concert, et il a dit que la joie dans la lutte, c'est très important. Genre, organiser ce genre de concert et se faire des potes, c'est hyper important parce que sinon, on ne tiendra pas. Parce que pendant le concert, du coup, de samedi, ils ont récolté à peu près 4 000 € de bénéfices à reverser à la Palestine. Mais pendant ces 4 000 €, pendant qu'on gagnait ces 4 000 €, on était tous en train de s'amuser. Tu vois, on était tous en train de s'amuser, à débattre ensemble, à rire. Mais c'est ce qui nous permet de continuer au final, tu vois, parce que si tu finis en larmes après chaque événement que tu fais, t'as plus envie d'en refaire. Mais là, on sait que genre ça s'est trop bien passé, on va essayer d'en refaire, etc. Et qu'on va tous essayer de s'entraider pour donner des coups de pouce à chaque initiative. Je trouve c'est important. Mais pour casser un peu l'ambiance, en fait, c'est beau là de voir en fait tout cet engouement. Parce que vu le traitement médiatique que subit le conflit israélo-palestinien, il y a de quoi s'inquiéter, quoi. Enfin, on est quand même face à un génocide, comme tu l'as dit, face à une colonisation aussi d'un pays. Et en fait, le traitement médiatique fait que dans la tête des gens, enfin, si tu regardes la télé, le journal de 20 heures, tu t'as pas du tout ces mots-là déjà que tu vas poser sur ce conflit. On va aussi directement condamner les personnes qui se battent pour les Palestiniens d'antisémites. On va les traiter d'antisémites et dire que vous êtes contre les Israéliens, etc. Bon, quand on se politise après, on se rend compte que la réalité est différente. Mais en fait, même on peut voir la figure de Netanyahou quand même adoubée par les médias pratiquement. Enfin, il est reçu sur des journaux, c'était LCI TF1, un truc comme ça. En fait, là, les mots qu'on utilise, on les utilise pour une raison. Et en plus, Israël a été condamné par l'ONU, il a été condamné par la Cour internationale de justice. On est sur des faits réels qu'on floute totalement dans les médias. Et d'ailleurs, je sais plus si c'est l'ONU ou la Cour internationale de justice qui avait dit qu'il fallait aussi condamner le traitement médiatique qui a été fait en Occident en tout cas en France, sur ce sujet, parce qu'il est très dangereux. Quel est ton avis, toi, là-dessus? Quels ont pour toi l'impact des médias sur
la population française? Moi, j'ai de la chance d'être dans un cadre où je côtoie beaucoup de personnes de mon âge et beaucoup de personnes qui sont sur Instagram, beaucoup de personnes qui sont sur TikTok. Et sur Instagram et sur TikTok, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus simple d'avoir des sources différentes. Pas toutes bonnes, évidemment, mais différentes. Tu peux beaucoup plus rapidement croiser tes sources plutôt que genre sur la télé. TF1, tu vois que TF1. Tu vois, c'est pas genre tu tapes Israël-Palestine et t'as différentes sources, différents points de vue, etc. Alors que sur TF1, tu regardes juste TF1. Moi, j'ai pas la télé, donc j'ai dû beaucoup voir de retranscriptions, etc. J'essaye de pas trop lire les journaux non plus, parce que c'est genre, je lis les trucs et ça m'énerve. Mais en fait, pour tous les trucs, pour toutes les luttes qui sont entre des oppresseurs et des opprimés, les médias prennent toujours le parti des oppresseurs. Pour une raison très simple, c'est parce que les oppresseurs ont les sous. Que ça soit pour le féminisme, les hommes ont la majorité des droits, on va dire. Tu sais, genre, les hommes, c'est ceux qui ont le plus de pouvoir actuellement dans la société actuelle, que ça soit pour les luttes raciales, les blancs ont les plus de pouvoir dans les luttes actuelles. Pareil pour ce génocide actuellement. Israël a énormément de sous. Et malheureusement, ça fait des drames à double tranchant. Parce que d'un côté, il y a des personnes qui vont être influençables et qui vont voir la télé et ils vont dire « Ah oui, non, mais vraiment de ouf, les Palestiniens, c'est tous des terroristes. » Voilà, donc on a cela. Mais au contraire, on a ensuite les personnes qui vont s'éduquer par eux-mêmes et tu sais, qui vont voir que la télé est manipulée. Et ça va encore plus renverser ce truc antisémite. Tu sais, il y a le truc complotiste de ouais, les juifs contrôlent tout. Tu sais, je sais pas si t'as... Et en fait, c'est faux, c'est l'argent qui contrôle tout. Mais du coup, ça va venir renforcer ce truc hyper antisémite. Et du coup, les juifs, ils s'en prennent plein la gueule, alors que c'est pas eux qui ont choisi ce qu'est en train de faire leur gouvernement. Et du coup, ça fait un truc à double tranchant de soit ça tape sur les Arabes, soit ça tape sur les Juifs, d'un côté ou d'un autre, tu vois. Genre, il y a toujours des gens qui vont utiliser la télé pour se renforcer dans leur idée préconçue et ne pas se renseigner plus. Alors que sur les réseaux, tu es beaucoup plus confronté à des personnes qui vont te faire, un peu te remettre en question ta vision des choses, et encore, malheureusement, sur les réseaux, tout le monde peut tout et rien dire. Ça veut dire que, comme moi, je peux aller sur TikTok et dire des choses complètement fausses et utiliser l'intelligence artificielle pour genre mentir complètement sur mes informations et toucher énormément de personnes. Malheureusement, c'est quelque chose qu'on ne peut pas contrôler, mais on est beaucoup plus facilement face à quelqu'un qui va démentir l'information. On est beaucoup plus facilement face à quelqu'un qui va venir dire écoutez, les sources ne sont pas vraies. Même en commentaire et tout, ouais. Ouais, exactement. Alors que sur TF1, tu regardes TF1 et si tu vas pas sur Twitter ensuite pour voir que TF1 a dit de la merde, tu vas pas t'en rendre compte. Oui, pour toi c'est de la vérité générale. Exactement. Et après, nous actuellement on est dans une grande ville, donc c'est beaucoup plus simple de croiser des personnes qui pensent différemment que nous. Mais genre mes parents, ils ont une maison à la campagne et leurs voisins, tu sais, genre pour lui le problème de toute la vie, genre c'est les mosquées. Mais en fait, il a grandi, il vit actuellement dans une campagne à 100 habitants. Donc les 100 habitants pensent exactement la même chose que la télé et il peut pas trop se remettre en question. Alors que nous ici, si tu penses que les problèmes c'est les mosquées, tu sors, tu vas à l'école, tu croises 2-3 arabes, tu discutes avec les 2-3 arabes et tu te rends compte, en fait c'est sympa les arabes. Enfin, tu vois, on est beaucoup plus confrontés à différentes ethnies, différents points de vue, même c'est genre par exemple, moi, j'ai commencé à te suivre il y a 4-5 ans et j'ai vu directement que tu étais très politisée et j'étais en mode mais en fait, j'aurais jamais pu te rencontrer, par exemple, si j'avais pas rencontré mon copain, parce que je suis allée dans une fac où on a pu se rencontrer et rencontrer des différentes personnes. Et tu sais, genre, il y a plein de trucs comme ça où, vu qu'on rencontre plein de gens dans les grandes villes, on a plus de chances d'avoir un point de vue un peu plus ouvert. Après, il y a toujours des cons partout. Mais bon, les médias, ils font beaucoup de mal. Tous les médias, de mon point de vue. Mais les médias originels, la télé et les journaux, pour moi, font encore plus de mal parce que c'est très compliqué de croiser les sources. Quand tu allumes la télé à 20h juste pour te détendre et tu regardes genre les infos, tu vas pas prendre le temps d'aller croiser tes sources. Il faut vraiment le vouloir, tu vois.
Je parle beaucoup, je sais même plus ce que je dis. Non, mais c'est très bien. Mais pour toi, du coup, comment tu peux combattre ces fausses informations? Parce que des fois, c'est carrément des fausses informations, ou en tout cas, cette subjectivité qu'ont les journaux, les journaux télévisés mainstream. Alors, en tant que consommateur, de mon point de vue, il faut prendre le temps. Faut prendre le temps de vérifier tes sources, de vérifier ce qui a été dit ou pas. Et je trouve que c'est bien sur 2 points de vue différents. Un, tu contrôles quand tu regardes et qu'est-ce que tu regardes. Genre, moi, si je décide d'aller m'éduquer sur un conflit ou sur une guerre, je décide actuellement de prendre 2 heures pour aller regarder le contenu, des contenus différents là-dessus. Et c'est hyper important parce que sinon, genre, tu sais, les informations, elles te viennent tout le temps sur la figure. Tu choisis pas ce que tu consommes. Tu es très influencé par ce que tu vois. Tu te réveilles le matin, tu regardes, il y a la guerre. Oh putain, journée de merde. Alors que si tu prends 2 heures à te concentrer sur un truc, tu sais que tu t'éduques. Et en plus de ça, vu que tu prends 2 heures concrètes à t'éduquer sur un truc, à regarder plusieurs documentaires, à lire des livres, etc., tu as beaucoup plus de chances d'avoir un point de vue objectif parce que tu vas regarder différentes choses. Le mieux aussi, c'est con, mais c'est de consommer du contenu qui est à la source. Il y a des journalistes qui sont actuellement encore en Palestine. Donc, je sais pas ce que t'en penses, mais je pense qu'ils ont quand même beaucoup plus de visibilité sur ce qui se passe plutôt que les journalistes de Touche pas à mon poste, enfin les chroniqueurs de Touche pas à mon poste. Et en fait, ouais, consommer à la source, c'est très important. Alors par contre, c'est beaucoup plus dur visuellement. Tu vois des personnes qui sont affamées, tu vois des personnes en larmes, tu vois des personnes démembrées. C'est beaucoup, beaucoup plus dur, mais c'est plus vrai. C'est beaucoup plus vrai. Je trouve ça, il y en a beaucoup qui vont pas être d'accord avec moi, mais je trouve ça aussi important d'aller regarder du contenu, parfois du côté des oppresseurs, voir un peu, tu sais, genre ce qui se passe, voir la propagande des autres. Et genre, tu sais, comme quand tu sais t'es de gauche et tu veux voter à gauche, bah c'est aussi important de regarder ce que disent les gens de droite pour pouvoir le combattre. Et genre, carrément pour comprendre la portée des discours, etc. Exactement. Et genre, par exemple, moi, en regardant un petit peu, tu sais, genre, ce qui se passe aussi en Israël, mais en fait, tu te rends compte de la propagande que les Israéliens subissent. Genre, en fait, la propagande, elle est hardcore. Enfin, tu sais, t'as les enfants depuis petits, on leur dit, ouais, si les Palestiniens se libèrent, il y a la Shoah qui va être refaite, genre Shoah version 2, tu vois. Non, mais les discours de Netanyahou, par exemple, c'est quand même, c'est du fascisme à part entière. Mais oui, mais c'est horrible. Mais genre, tu sais, pour pouvoir justement utiliser ces arguments, faut aussi pouvoir les voir. Et en fait, très rapidement, quand tu vas voir ce qui se passe de l'autre côté de la frontière, tu te rends compte que c'est encore plus catastrophique que ce que tu penses. Parce qu'il y en a beaucoup qui sont en mode oui, mais les Israéliens juste se défendent. Parce qu'ils voient exclusivement ce qui se passe en Palestine. Et sauf qu'en fait, tu vas regarder ce qui se passe en Israël. Ils sont pas du tout en train de se défendre. Netanyahou, il est très très chaud pour bien éradiquer tout le monde. Et en plus de ça, tu vois qu'il y a des manifestations pour... gros trigger warning. Il y a des manifestations pour pouvoir violer des Palestiniens. Genre parce qu'il y a des soldats qui ont été inculpés pour avoir violé des comment ça s'appelle, des prisonniers palestiniens. Et en fait, non, dans la rue, ils ont décidé de manifester pour que les soldats aient le droit d'agresser les Palestiniens. Et genre, tu sais, genre plein de trucs comme ça où tu te rends compte que en fait, c'est pas possible que ça soit une ethnie qui soit mauvaise. Non, c'est juste qu'il y a du brainwashing de malade. Et tu te rends compte que, en fait, par exemple, les États-Unis font partie de ce brainwashing. La France fait partie de... Et tu sais, pour ça, il faut pouvoir regarder ce qui se passe de l'autre côté pour pouvoir t'en rendre compte. Et encore une fois, genre même nous, si ça se trouve, on est influencé par les réseaux. Enfin, on est influencé par les réseaux. Mais je sais pas, faut pouvoir croiser un maximum pour voir ce qui se passe, genre, et se faire un avis constructif et critique. Ça donne de l'espoir de voir qu'il y a plein de gens qui se mobilisent et qui essayent de changer les choses, et on espère que ça va bouger, parce que là, le traitement médiatique mondial et politique mondial, il est alarmant. Mais en plus, tu sais qu'à la télé, ils parlent même pas du fait que, par exemple, l'Égypte facturait 5 000 € par être humain pour pouvoir sortir du territoire. Genre, pour les personnes qui n'ont pas envie de se faire tuer. Genre, ils en parlent pas à la télé.
tu vois. Et maintenant, ils parlent pas non plus du fait que les frontières ont été fermées et qu'ils ont mis un drapeau palestinien dessus, israélien dessus. C'est plein de trucs comme ça où genre tu te rends pas compte de l'ampleur des trucs. Enfin, genre. Et justement, si des gens nous regardent et ne connaissent rien au conflit israélo-palestinien ou voudraient se renseigner plus, est-ce que tu as des ressources à nous conseiller? Alors, ce que j'ai fait personnellement, ce que j'ai regardé d'abord, j'ai d'abord regardé la vidéo d'Hugo Décrypte il y a au tout début, et en fait il en a deux. Les faits sont là, par contre, ces paroles sont des paroles de colonisateurs. En fait, genre, tu vois, c'est des trucs où il parle pas de génocide, il parle de guerre, il parle de conflit, et du coup, il y a des faits, mais ils sont beaucoup plus adoucis. Après ça, genre, ça c'est une vidéo très courte qui dure 10 minutes, qui explique un peu genre les tenants et aboutissants. Il y a un documentaire sur Arte qui pour le coup est plus long et pour moi m'a beaucoup plus donné des informations. Mais ça c'est plus des documentaires sur l'histoire du conflit, sur ça n'a pas commencé le 7 octobre, c'est pas genre où le Hamas a décidé du jour au lendemain de bombarder tout le monde. Non, tu vois, ça parle du conflit, ou même tu sais, ça éduque les gens sur le fait que beaucoup de personnes disent ouais mais les Palestiniens ont décidé de voter le Hamas. Le dernier vote en Palestine était, je crois, il y a 40 ans. Donc, je sais pas ce que t'en penses, mais actuellement, le bébé qui s'est fait décapiter, il a pas voté pour ce gouvernement actuel. Donc, ça parle un peu de tout ça. C'est hyper intéressant. Et ensuite, de mon point de vue, c'est très intéressant de suivre du coup Bissa Ningaza. C'est du coup une journaliste qui d'ailleurs est élue, je crois que c'est pour aux Emmys, pour avoir genre le prix de la réalisatrice, de la meilleure réalisatrice, etc. Parce que du coup, elle est actuellement en Palestine et tous les jours, elle raconte sa journée, elle raconte comment ça se passe, elle donne des updates, ça c'est très cool. Il y a aussi, après il faut parler anglais. Pour la France, va y avoir Diarintia, je sais pas. Ouais, elle parle beaucoup de ce conflit-là, tout comme d'autres conflits, ce qui est très cool. Elle parle énormément de féminisme, qui aussi est très très cool. Du coup, il y a l'Audonnerie dont j'ai parlé plusieurs fois, qui va parler du génocide actuel, mais qui va aussi parler des luttes des classes. Il va parler aussi des luttes de genre, tout ça. Ce qui est très intéressant. Il y a plein de TikTokers qui parlent français qui vont venir un peu genre faciliter l'accès à l'information. C'est aussi important, tu sais, genre de suivre les gens comme, j'ai envie de dire Hugo Décrypte, mais Hugo Décrypte, c'est un macronien qui utilise des paroles de colonisateurs, mais il s'en rend pas compte. Enfin, si, il s'en rend compte, c'est les journalistes. Mais tu sais, il donne des informations accessibles. C'est juste qu'il faut se rendre compte qu'il va parler de façon beaucoup plus soft, sans parler vraiment. Moi, je trouvais sa vidéo sur l'histoire pas mal. Ouais. Et je trouvais que pour le coup, il montrait enfin, il disait pas les mots, effectivement, mais il disait les faits, et que les faits étaient révélateurs par eux-mêmes. Mais qu'effectivement, oui, c'est bien d'aller chercher plus loin ensuite. Exactement, oui, c'est pour ça que je dis qu'en vrai, sa vidéo, genre, si tu connais rien du tout et que t'as pas le temps, t'as 10 minutes pour regarder sa vidéo décrit très très bien les faits. Et en vrai, de vrai, c'est juste, moi, tu sais, la manière de parler, je trouve que quand t'es journaliste, elle est très importante parce qu'elle va influencer ta pensée toute, enfin, elle va influencer la pensée des autres. Mais c'est pour ça que, en vrai, regarder sa vidéo et ensuite croiser avec d'autres sources, c'est très cool aussi. On va passer à la dernière partie du podcast où à chaque fois j'aime bien un peu parler de l'après. En fait, je vais me lancer dans mon art. Ok, je vais me lancer dans mes projets politiques, mais à long terme, comment on peut tenir? Je trouve que c'est intéressant d'y réfléchir. Et du coup, on l'a vu avec Print for Palestine. Vous avez créé avec votre art, avec des influenceurs aussi, donc avec un peu de notoriété, avec un collectif par exemple, avec des initiatives fortes qui ont un impact réel sur la société. Qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu penses que les artistes et les personnes qui ont de l'influence ont et doivent jouer un rôle dans le climat politique actuel? Et si oui, quel rôle ils peuvent jouer dans ce climat politique? Je pense honnêtement qu'on a tous une responsabilité qui est de au moins s'éduquer nous. Et quand on a de l'influence, c'est aussi important d'éduquer les autres. Je pense pas à tous les influenceurs et je pense pas à éduquer tout le temps, tu vois, parce que on a toujours besoin du divertissement.
Mais c'est vrai qu'actuellement, on suit majoritairement les influenceurs exclusivement pour le divertissement. Donc, c'est là où on va parler de culture du vide. C'est genre de regarder Amixem qui teste 100 boissons différentes. C'est la culture du vide, tu vois. Et je dis pas, c'est hyper intéressant. Moi, j'adore regarder des vidéos de divertissement. Vraiment, j'aime trop. Mais c'est important, je pense, de mon point de vue, que ces mêmes influenceurs qui ont beaucoup d'influence et beaucoup d'impact sociétal, en fait, fassent attention, par exemple, aux partenariats qu'ils vont faire. Genre, évite les partenariats avec Coca, par exemple, tu vois. C'est aussi important d'expliquer pourquoi est-ce que tu vas refuser certains partenariats. C'est aussi important de montrer à ta communauté que, ok, j'ai refusé ça parce que je me suis éduquée sur un conflit. C'est important pour vous de vous éduquer sur ce génocide. C'est important pour tout le monde de faire attention à qui vous votez, etc. En fait, les influenceurs sont actuellement une part très très importante de notre société et c'est une part de communication pour les marques. C'est quelque chose qui va venir aider le capitalisme et aider justement ces génocides et tous ces trucs-là. Donc c'est important de prendre sa part de responsabilité et de dire j'ai mes sous, j'ai assez de sous pour pouvoir me payer mon loyer et payer ma bouffe. Donc, à partir de maintenant, je vais faire attention à ce que je vais dire et ce que je vais faire. Je vais pas demander à tous mes abonnés d'aller acheter du Coca. Je vais pas... c'est vraiment important. Je sais pas ce que t'en penses, mais je trouve ça important d'avoir une prise de parole et avoir une conscience. Après, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas de conscience ou pas de morale. C'est vrai. Il y a des gens, tu vas venir les reprendre sur une action et ils vont venir attaquer le physique. Enfin, tu vois, il y a plein de trucs comme ça et on peut pas non plus les condamner pour ça. Hein, mais je pense que ça vient aussi peut-être avec le temps et que effectivement, vu qu'on parlait d'influence tout à l'heure, d'entre motivation et tout. Enfin, je veux dire, si tous les influenceurs commencent à se politiser sans en faire leur sujet principal, mais juste prendre cette conscience-là, ces gens-là qui sont les plus réfractaires, à un moment, ils seront obligés de changer aussi, tu vois, par la force des choses. C'est pour ça que je dis, tu sais, de pas de tout changer leur contenu. Parce que, en vrai, on a tous encore besoin du divertissement, pas décider d'un coup, tu vas plus jamais au cinéma. Mais tu sais, prendre conscience de ces privilèges et les mettre au profit d'une plus grande cause. C'est ça qui est important. C'est pas important de tu changes toutes tes vidéos et maintenant tu parles que de la Palestine. Non, mais tu sais... à la fin de ta vidéo, tu fais un petit partenariat. Dans tous les cas, tu le fais et tu précises, je sais pas, un truc en mode oui, d'ailleurs, j'ai regardé cette vidéo, elle était hyper intéressante sur le génocide actuel. N'hésitez pas à la regarder. Ou c'est la période des législatives. Oubliez pas d'aller voter. Enfin, c'est important, tu sais, de mobiliser les gens parce que si ton influenceur préféré il te dit d'aller voter et que ton deuxième influenceur préféré il te dit d'aller voter, etc., tu te rappelles, ah oui, c'est vrai, il y a les votes. C'est important. Comment tu jongles entre ton métier de photographe qui est déjà à la base un métier précaire, du coup ta vie perso et tes engagements politiques? Je jongle pas. Quand on a lancé Print for Palestine, on s'est mis complet dans Print for Palestine. On s'est mis complet. On n'a pas eu beaucoup de temps de travailler sur le perso. Et même si c'était rentable, parce qu'on n'a pas dit les chiffres, on a au total, avec tous les événements, rapporté plus de 40 000 euros. Donc on peut faire 35 000 euros de dons actuellement. Et on en a déjà fait 30 000. Donc il ne reste plus que 5 000 euros à redonner. Donc c'est une très bonne chose. Et je pense honnêtement que les personnes à qui on a reversé ces sous avaient plus besoin de mon temps que moi-même à ce moment-là. Mais ça a fait que j'ai mis beaucoup de ma vie de côté. Et après 2-3 mois, j'ai fait un énorme burn-out. Et pareil pour les personnes qui étaient avec moi dans l'équipe. On a tous shut down complet. Et pour le coup, je pouvais me le permettre parce que je sais que j'ai un système autour de moi qui fait que si j'ai besoin, mon copain peut m'aider, ma mère peut m'aider, etc. Donc je peux me le permettre. C'est pas quelque chose que tout le monde peut se le permettre. Genre si vous êtes déjà en précarité et que si vous avez pas de revenus ce mois-ci, vous allez finir à la rue, vous mettez pas dans la merde, tu vois. Moi, ça va bientôt être mon cas et c'est pour ça que j'ai décidé de beaucoup ralentir le truc. Et je suis en train d'essayer de trouver actuellement un fonctionnement pour faire en sorte que je travaille seulement 1 heure par jour sur
sur Print for Palestine et ça rapporterait environ 1 000 € par mois de dons à donner à la Palestine, ce qui pour une personne est déjà énorme. Donc je vais pas plus culpabiliser, mais je sais que j'ai beaucoup culpabilisé. Tu sais, genre quand je travaillais sur mes projets perso ou quand je postais mes stories perso, j'étais en mode mais en fait ces stories je pourrais les poster pour la Palestine ou pour aider des gens et tout, et ça m'a beaucoup fait culpabiliser. Et il y a beaucoup de personnes, notamment Elelou, hashtag on dirait le Nord sur Instagram, ou genre Pierre, un photographe qui s'appelle Pierre DGC, je crois, sur Instagram, et qui m'ont tous les deux dit, en fait, genre si tu peux pas te nourrir et que tu finis à la rue, bah il y a personne qui pourra aider, enfin genre vous pourrez pas aider les Palestiniens, vous pourrez pas aider le peuple congolais, vous pourrez pas aider ne serait-ce que les SDF qui sont dans ma rue, tu vois. Et en fait, c'est pour ça, ils m'ont tous dit, genre, reprends ta vie, genre, recommence ta vie, parce que sinon, tu ne pourras pas continuer. Et c'est pour ça qu'actuellement, je suis en train d'un peu refaire mon business plan, un peu refaire l'organisation de Print for Palestine, pour pouvoir tout jongler. Je pense que c'est hyper important d'être dans l'humanitaire et c'est hyper important de se politiser, mais quand on regarde que du contenu politique et quand on fait que ça, etc., ça laisse pas de la place pour la vie, genre, et je sais que c'est hyper culpabilisant de se dire qu'on va vivre alors qu'il y a d'autres personnes qui sont en train de vivre leur vie, mais si toi tu vis pas, tu pourras pas du tout les aider en fait. Ouais, c'est important, c'est chouette et c'est aussi passionnant d'avoir des pics des fois sur une chose, par exemple avec Print for Palestine, ça a pris d'un coup, vous y avez mis toute votre tête et tout, mais après effectivement pour que ça tienne à long terme, il faut restructurer tout, quoi. Genre je regrette pas du tout, même si actuellement j'ai plus d'économie et je suis en négatif, etc. Je regrette pas du tout parce que je sais que comme j'ai dit, les personnes qu'on a aidées ont plus besoin de ce temps que moi, mais ça peut pas continuer comme ça. Genre c'est beau de vouloir aider les gens, mais on peut pas le faire. Et est-ce que tu aurais un conseil un peu général pour quelqu'un qui veut se lancer dans un projet comme Print for Palestine avec le recul? C'est de prendre plus de temps. Nous, on a tout fait dans le rush. Et ce qui fait que ça n'a pas pu tenir sur le long terme, en tout cas pas avec cette même formation, on va dire. Il va falloir, il faut prendre plus de temps et plus réfléchir à certaines choses. Nous, on s'est beaucoup mis dans le rush, donc on est passé par une association qui n'était pas faite pour ce genre de choses. On a aussi fait un Discord qui au début n'était pas adapté, un modèle économique entre guillemets qui n'était pas le plus adapté, etc. Alors que je sais qu'avec genre ne serait-ce que 2 semaines de plus, ça nous aurait permis de plus réfléchir, faire des tests. Je sais que c'est hyper tentant de tout faire vite, mais si vous le faites vite, vous pouvez faire beaucoup très rapidement, mais ensuite ça va s'estomper, ça va couler et plus personne n'aura d'énergie. Je pense vraiment prendre son temps, c'est hyper important. Qu'est-ce que c'est la suite pour Print for Palestine ? Du coup, on est en train de créer notre association qui va s'appeler Print for Peace pour pouvoir donner des sous à d'autres causes que la Palestine. Et actuellement, du coup, quand le podcast va sortir, on sera en train de vendre des prints en association en collaboration avec l'association Terra Solidaire, qui, comme j'avais dit, redonne des sous toutes les semaines à 9 familles en Palestine, pour un peu écouler le stock qu'on a déjà. Ça va être des prints surprises. Il y aura 2 produits, petits print et grand print. Comme ça va écouler le stock. Et une fois que c'est écoulé, on va reprendre nos drops, mais avec des plus petites quantités. Et qui seront envoyés beaucoup plus rapidement parce qu'on aura déjà imprimé les prints à la maison et du coup je pourrais les envoyer chaque jour, tu vois, et au lieu de passer genre un week-end complet à tout emballer, on emballe tous les jours. Et oui, du coup, on va faire ça. On va créer l'association pour pouvoir reverser des dons à différentes causes. Du coup, ça va être chaque drop une cause différente. Et évidemment, on revient à la Palestine très régulièrement, c'est sûr. On va aussi essayer de se remettre en collaboration avec d'autres événements qui sont déjà organisés. Parce que Colline, du coup, elle a un nouveau travail. Du coup, ça va être très prenant pour elle et je pense que ça va être plus galère pour elle d'organiser des gros événements. Mais pourquoi pas refaire une session 2 de couleur Palestine, pourquoi pas. Mais vu que ça a pris beaucoup d'énergie, on essaie d'abord de trouver une petite homéostasie, tu vois, genre trouver un petit truc plus chill. Et donc, si on veut vous aider, on peut soit vous donner des sous, c'est très bien. C'est très bien. On peut soit vous rejoindre sur le Discord et donner des droits si on est photographe ou illustratrice,
où on peut aussi donner du temps, je crois. Exactement, c'est ça. Dès qu'on aura lancé l'association, on va faire un appel à bénévoles avec des tâches très concrètes parce que je veux pas que les personnes qui soient bénévoles prennent trop de leur énergie. Je veux qu'il y ait une quantité de bénévoles et que chacun ait environ 2 heures max par semaine de taf à faire pour pouvoir aider sur le long terme. Et ça, c'est trop cool. Et tout le monde n'aura pas besoin d'être en région parisienne parce qu'il y aura des tâches comme graphiste ou s'occuper du Insta, etc. Voilà, du coup, vous pourrez nous aider. Quels sont les prochains projets pour toi, Roxane, en tant que photographe? Survivre, déjà. Non, en vrai, comme j'ai dit, je suis en train de refaire tout mon processus créatif. Et pour l'instant, mon prochain projet, c'est de vraiment survivre avec Print for Palestine ou Print for Peace et la photographie sans trop couler. Et une fois que tout sera fait, on verra. Une fois que tout sera clean, on verra. Soit je vais reprendre mes études en psycho, pourquoi pas, parce que j'aimerais beaucoup faire être psychologue dans des associations, en tant que bénévole. Soit on verra peut-être faire une école pour devenir chef de photographie au cinéma. Il y a plein de projets en tête. Trop bien. Est-ce que tu as des artistes, des collectifs, des œuvres, de l'art engagé qui t'inspirent et que tu voudrais nous faire découvrir? Alors, il y a plein de gens que je veux vous conseiller, en vrai de vrai. Déjà, toutes les personnes que j'ai citées jusqu'à maintenant, donc que ce soit Lodonieri, Mec Da Vinci, l'Hydrope de Mac, ou à l'association Owaza Prod, qui fait du coup plein de concerts caritatifs, qui sont pas très chers et qui vous permettent de connaître des nouveaux artistes, nouveaux et nouvelles artistes. Donc ça, c'est trop cool. Je vous conseille une asso, elle est trop cool, elle vend des prints pour la Palestine. Mais non, sinon, il y a l'association Terra Solidaire, qui est vraiment cool pour le coup. Je les adore, ces 3 filles qui sont dans le sud de la France et qui font un maximum d'activités pour récolter des sous pour la Palestine, pour envoyer aux familles en Palestine. Et quand ils ont un surplus de sous, avec une association qui est sur place, ils organisent des événements pour les enfants, pour pouvoir leur donner des cours ou faire des activités manuelles et tout directement en Palestine. Du coup, ça, Terra Solidaire, je vous conseille de fou. Qu'est-ce que je vous conseille d'autre? Il y a un livre que mon copain est en train de lire, je ne sais plus où il est. Et mon copain est là-bas, tant pis. C'est un livre qui explique un peu plus en profondeur le conflit actuel israélo-palestinien. Non, le génocide palestinien, il l'explique bien en profondeur. Donc ça, c'est trop cool. Je t'enverrai... Tu pourras nous donner Ouais, je t'enverrai la ref. Qu'est-ce que j'ai d'autre à conseiller? Tu parlais d'une BD? Oui, il y a une BD qui s'appelle Femme, Vie, Liberté, qui montre un petit peu ce qui se passe actuellement pour les femmes en Iran. Et je vous la conseille. Elle est trop bien. C'est trop cool. Et surtout qu'en fait, personne sait trop ce qui se passe en Iran actuellement, sauf vraiment si tu te renseignes de ouf. On n'en parle pas beaucoup. C'est la BD Femme, Vie, Liberté sous la direction de Marjane Satrapi. D'accord. Satrapi. Et elle est très cool. Et ça parle un petit peu de tout ce qui se passe en Iran, du droit des femmes, etc. Et la dernière question que j'aime bien poser à la fin, mais des fois j'oublie, mais là j'y pense. Qu'est-ce qui, toi, te donne espoir pour la lutte et pour la suite? Franchement, notre génération, elle me donne grave espoir. Je vois très peu de personnes dans notre génération qui sont pas mobilisées ou qui pas mobilisées d'une quelconque manière, tu vois. Même si c'est pas spécialement pour mes trucs pour les trucs pour lesquels moi je me bats. C'est trop cool de voir que notre génération ne se laisse pas faire. En fait, notre président, il fait de la merde, y a pas de souci, on va dans la rue, on va gueuler. Par exemple, les adolescentes et les femmes en Iran qui se battent, vraiment qui se laissent pas faire, qui se battent pour pouvoir quitter un régime d'oppresseurs. Le peuple palestinien qui actuellement est vraiment ils sont partout sur TikTok et Instagram en train de faire des vidéos justement pour pouvoir se défendre eux-mêmes, etc. Enfin, je trouve que notre génération, elle est pleine de rebondissements.
on va dire, et ça me donne beaucoup espoir. Je pense qu'on va pas trop se laisser faire, et quand on aura plus d'argent, parce que là notre génération est un peu dans l'âge où on est broke, j'ai l'impression qu'à 20 ans t'es un peu broke, genre. Bah surtout avec les conditions actuelles. À 20 ans et de gauche t'es pas très oui, clairement. t'es pas très riche, mais je pense que genre tu sais dans 10 ans on aura un petit peu plus de pouvoir d'achat, ou j'espère pour nous tous, et on aura un peu plus de connaissances. On pourra beaucoup plus se battre. Genre, j'ai un peu hâte de voir ce qui se passe. Oui, le pouvoir d'achat, après, tu mets ton argent où tu veux, c'est toi qui décides, et ça, c'est trop bien. Genre, je veux bien, là, je boycotte McDo et Coca, mais de base, j'ai pas de sous pour les consommer, donc c'est pas un boycott très... c'est pas un très gros boycott. Mais tu sais, genre... Au final, les personnes qui commencent maintenant dans l'influence, dans 5 ans, auront beaucoup plus de visibilité, et ça va être des personnes qui pourront nous influencer sur du contenu engagé, tu sais, de la consommation saine, et genre pas de la surconsommation. Actuellement, il y a une trend sur TikTok qui s'appelle genre le underconsummation, et c'est des gens qui désinfluencent pour l'achat des choses en mode achetez pas cet aspirateur si votre aspirateur marche, t'as pas besoin d'avoir genre 50 000 tote bags, etc. Donc c'est très cool. Et toi, qu'est-ce qui te donne de l'espoir? Trop marrant, on change de... Waouh. Ben moi, c'est d'aller faire des podcasts avec des gens chouettes qui se battent pour ce qu'ils font, en vrai. Enfin, c'est bête, mais c'est un des trucs qui me donne espoir. En fait, c'est pour ça que je fais des podcasts là-dessus, c'est que genre juste voir qu'il y a autant de collectifs de gens qui se battent, que ce soit collectif, asso, syndicat, enfin il y en a tellement, et même des gens tout seuls. Bah je trouve que c'est génial, et on est très loin d'avoir le minimum syndical pour que ça marche, mais en vrai ça va marcher si on s'en rend compte, et c'est pour ça que j'ai envie de mettre en valeur aussi avec le podcast ce genre de projet. Et voilà, du coup, merci aux gens comme toi qui font des trucs trop chouettes. Est-ce qu'on a abordé tout ce qui... Je pense, oui. Et est-ce que tu as du coup un mot pour la fin? Merci beaucoup d'avoir fait cette initiative. Je trouve ça trop cool. J'adore. Merci beaucoup pour tout ça, Roxane. Et je mets tous tes réseaux et tout ce dont on a parlé en barre d'infos. Et à très bientôt. À bientôt. Merci beaucoup pour votre écoute. Vous pourrez comme d'habitude retrouver tous les projets que l'on a évoqués en description du podcast. Merci encore à Roxane pour son temps, et je vous invite à aller soutenir Print for Palestine sur les réseaux. Quant à moi, je vous souhaite une très belle journée et plein de bonnes choses pour vos projets. À bientôt!